Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Bienvenue tout le monde à cette édition de la première menace du 5 février 2024. Encore une fois, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission aujourd'hui. Attends, la première menace? La première menace du mois, let's go! C'est la première, oui, c'est ça, c'est la première triple menace du mois. Wow, on est déjà, 45 secondes depuis que l'enregistrement est lancé. Puis en fait, 45 secondes, puis l'intro, on a duré 30, fait que techniquement, ça fait 15 secondes, c'est pas grave. Fait 15 secondes d'enregistrement, puis on est déjà à des trucs scandaleux. J'espère que tout le monde à la maison va bien. J'espère que vous avez su profiter un petit peu. Aujourd'hui, c'est un super beau dimanche, by the way. Moi, pour ma part, je suis allé skier. Je suis un terrible skieur et ma blonde a extrêmement ri de moi. C'était horrible. Et en plus de ça, la semaine dernière... on parlait un petit peu du métro. Le métro, il a encore été horrible cette semaine. En fait, cette fois-ci, c'était le train de banlieue, un train qui a pogné en feu à la station Montréal-Ouest, qui a créé plein de problèmes. Et puis, la personne qu'on entend ici en train de soupirer, c'est nul autre que Félix Forget. Mais écoute, je t'en parle du train de banlieue. Le train de banlieue de mardi soir, là. Moi, je suis sorti du métro à 6h50. Je comprenais pas pourquoi le monde courait parce que le train était à 7h10. Les gens couraient, OK? Et moi, j'arrive et les portes du train se ferment en avant de moi. Et là, c'est à ce moment-là que je comprends ce qui se passe. Tu vois, moi, j'aime ça. La triple menace, c'est rendu un podcast de transport en commun. C'est rendu Mio puis moi qui raconte tous nos problèmes d'autobus, de train puis de métro. Honnêtement, si ça vous intéresse, on fait un épisode spécial transport en commun. Ça va être malade. En été, quand on n'aura plus de sujet, que tout va être mort, là, podcast spécial transport en commun. J'aime ça. Mais sérieusement, très content d'être avec vous, les boys. Très content d'être avec vous aussi, ceux qui nous écoutent en ce moment. On a encore un gros show cette semaine. On va essayer, je vais nous jinx, on va essayer de pas faire 2 heures. Peut-être qu'on va faire 2 heures encore, mais on va essayer. On va essayer de pas faire 2 heures aujourd'hui. moi, j'espère juste que ce podcast-là va faire en sorte qu'on va devenir comme les voix officielles du métro de Montréal. On va faire un crossover de la triple menace métro de Montréal. Ouais, mais on les bâche depuis le début. Je veux dire, ils prendront certainement. On est des estis de porte-parole de marbre. Non, mais ils sont bons. Ils sont bons pour l'autodérision. C'est de la publicité pareil. Exact. Puis on va leur donner ça, la STEM. Ils sont excellents pour tout ce qui est autodérision et marketing. Leur compte TikTok est populaire et bondé de trucs dans le genre. Aussi, la troisième menace que vous venez d'entendre, jaser au microphone, qui n'a pas de ces problèmes-ci. Tout droit sorti de Val-d'Or, c'est Pierre-Olivier Poulain qui nous joint une fois de plus. Hey, on a parlé de talons. Est-ce qu'on peut faire un petit shout-out quand même à ta chérie qui, l'été prochain, va être une fière représentante de l'Abitibi-Témiscamingue, mesdames et messieurs, parce qu'elle s'en vient faire un stage à Rouyn-Noranda. Let's go! Moi, j'ai hâte. Ah oui, ça moi, va. J'ai tellement hâte au meet-up, la triple menace en Abitibi cet été. Parce que oui, Félix, tu vas aider à déménager aussi. Je sais. On va voir. Je promets rien. Je vais monter en Abitibi. J'ai tellement de monter en Abitibi avec un motif caché, un motif secret. Allez voir Pop on my way back. Oh, ça va être horrible. Sinon, encore une fois, mis à part le football, les autres sports ont décidé qu'il y allait avoir plein de choses, plein de choses qui allaient se passer cette semaine, à commencer par la Ligue nationale de hockey. Et en fin de semaine qui vient de se terminer, c'était les événements du match des étoiles, en fait du tournoi des étoiles, ou match des étoiles au pluriel, si vous voulez. Il y a eu beaucoup d'histoires qui sont arrivées, à commencer par Gary Bettman, qui clairement, encore une fois, en a absolument rien à chier de la ville de Québec. Shocker. Qui dit littéralement en entrevue de presse comme « Ouais, mais la dernière fois qu'on a fait un recensement de la sorte, Québec se sont pas tant intéressés à ça. » Ah, bullshit, ils sont en train de voler 7 millions de dollars aux contribuables pour avoir des matchs de pré-saison. Tu vas pas me dire qu'il n'y a pas d'intérêt. Honnêtement, il a même parlé de villes intéressées. Il a nommé Omaha avant de nommer Québec. Omaha, pour moi, c'est l'Audible de Peyton Manning. C'est pas une ville qui va accueillir une équipe de la LNH. Mais Gary Bettman a nommé Omaha avant Québec. J'en reviens juste pas. Ça n'a pas d'allure. Shout-out aux Lancers d'Omaha dans la USHL. Puis après ça, ils vont pas accepter ce slander-là. Absolument pas.
Mais tu sais, après ça, il a dit genre, c'était juste un simple oubli. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est de prendre le monde pour des épais. Puis ça me lève le cœur, honnêtement, que ça arrive encore en 2024, qu'ils prennent encore les gens de Québec pour des épais comme ça. On est avec vous autres, le village de Québec. Sinon, toute ta petite histoire vraiment entourant le match des étoiles, je veux dire, c'était horrible. Là. Ben, tu sais, je dis c'est horrible, mais ça a donné des bonnes storylines. C'était divertissant. C'était divertissant. Je vais le donner, là, c'était comme... À commencer par le processus de sélection du repêchage, ben, t'avais deux grandes choses qui se sont passées. Juste avant ça, du côté de Montréal, on était un petit peu choqués parce que Boone Jenner a été choisi avant Nick Suzuki durant le repêchage, qui a été chose absolument horrible. Mais d'une deuxième part, puis ça, je m'exclus de ça, le monde, ça simpait pour Tate McRae, au point où tu pouvais aller sur Twitter puis voir après ça le monde, les utilisateurs avec qui ils matchaient Tate McRae. J'ai vu Cal McCarr, j'ai vu Travis Konechny, j'ai vu absolument tout le monde passer par... Jeremy Swayman, je l'ai vu, c'est terrible. Oui. Tout ça pour qu'elle parte avec Kid Leroy du Scotiabank Arena main dans la main. Fait que tous ceux qui avaient lancé des Tumblr fanfics, prenez ces deux L à vous. Ça a été gros. Puis après ça, les gars, là, j'ai vos opinions là-dessus parce que Michael Bublé, Michael Bublé qui est vraiment là, c'est un sweetheart de Vancouver. Un des chansonniers les plus populaires sur la planète, surtout dans le temps de Noël. Tu sais, il y a tellement cette bonne énergie autour de Michael Bublé, quelqu'un de sage parce que Noël, tu sais, des chansons qui sont paisibles. Puis les Bublés, surtout les Bublés que Félix boit d'une quantité astronomique d'ailleurs, un fervent défenseur du Bublé. Ah ben oui. Tu sais, cette image de Michael Bublé, puis là, pendant le match des étoiles, le gars change ses shrooms, by the way. Je suis en train de microdose sur des shrooms. Parce que tout le monde avait ça sur sa carte de bingo pour le All-Star Weekend. En fait, le match des étoiles, en fait, tout le week-end, ça se divise de même. Prenez un pie chart, là, ça se divisait entre 30% du monde qui réactait que Michael Bublé était allegedly sur les shrooms ou qui microdosait. T'avais à peu près un 10% de monde qui bâchait Nikita Kucherov parce que Clary, it doesn't give a fuck. Et ça, c'est probablement un sentiment partagé par plusieurs personnes. T'as 4% de hockey, qui est à peu près ce qu'on a vu durant la fin de semaine. T'as 1% qui est genre TSN puis Sportsnet qui creamait leur short parce que Austin Matthews a gagné l'All-Star MVP. Puis t'as 60%, c'était rien que du monde qui simpait sur Tate McRae. C'est absolument génial. C'est génial. C'est tout sauf du hockey. C'est tout sauf du hockey. C'est n'importe quoi. C'est du divertissement. Le hockey n'est pas capable de vendre un produit divertissant. Michael Bublé a fait genre « Hold my beer, je vais m'en occuper ». Ben honnêtement, je veux dire, il y avait Michael Bublé qui était le fun, mais sinon, y a-t-il quelqu'un d'autre qui a été tant le fun que ça? Genre, le fun. Puis je dis pas genre qui a retenu attention quelqu'un qui a été le fun dans cette spède-là. Ben, je te dirais que Nikita Kucherov Kucherov, c'est l'inverse. Kucherov a été l'inverse du fun, mais ça a donné du fun. Ouais, mais c'est ça, mais c'est parce que Nikita Kucherov a comme renforcé son image du meilleur méchant de la Ligue nationale. C'est ça. Probablement avec Brad Marchand, parce que le gars, il fait aucun effort, il troll tout le monde à Toronto. Ça, on se rappelle aussi que c'est le même gars qui, après 2 Bud Light, a trash talk le Canadien de Montréal après avoir gagné la Coupe Stanley. Cet homme-là est merveilleux. Et je pense que si ça peut faire en sorte qu'on monte enfin à la phase de la Ligue nationale, que les joueurs n'en ont aucunement à battre de se rendre au match des étoiles, ben là, je pense qu'on vient de l'avoir. Puis là, on va avoir une sorte de mini-coupe du monde pour remplacer ça. Fait que, I guess, task failed successfully, je pense. Non, puis c'est intéressant ce que tu dis là-dessus parce que nous autres qui aimons tous les sports, puis encore une fois, je mets mes amis sur la place publique, que tu sais, le match des étoiles dans la Ligue nationale de hockey, les joueurs, puis même le partisan moyen, mettons ceux qui vont voter pour Temple de la Renommée, ils en ont rien à foutre. Non. Le match des étoiles est absolument sans valeur, sans goût, et vraiment la prochaine affaire qu'on va mettre sur les tablettes dans les maxi, sans nom.
y a rien. Il y a rien à gagner au bout de la ligne. C'est même pas au baseball, ce qu'on va toujours dire, ça va être l'avantage du terrain. C'est même ça au baseball. Il y a quand même... Malheureusement, c'est vrai. En plus. Puis on l'a pu. Puis après ça, ben... Quand on parle, mettons, de joueurs de la NBA ou joueurs de la NFL, on va toujours mentionner que le joueur a été un X nombre de fois au match des étoiles ou au Pro Bowl. C'est vraiment intéressant parce que justement, dans la LNH, tu as toujours, mettons, Crosby qui, pendant plein d'années, a complètement évité les activités du match des étoiles. Pareil pour Alexander Ovechkin. Puis encore cette année, on l'a vu il est sur une patinoire extérieure, genre au Montana. Il est déconnecté complètement. Ouais. Même au point, rien à battre, là. C'est même au point que tu as des joueurs qui sont en tabarnak d'avoir été sélectionnés parce qu'ils avaient déjà choisi leurs vacances, ils avaient déjà planifié leurs vacances. Bjorkstrand. Ouais. Le pauvre Bjorkstrand, qui en plus d'être en tabarnak parce qu'il voulait pas y aller, il se fait même pas repêcher, c'est le dernier pick, fait qu'il se fait automatiquement prendre dans une équipe à la fin. Le gars, il a dû canceller ses vacances dans le sud pour venir se geler le cul à Toronto, puis même pas se faire repêcher, puis je l'ai même pas vu une fois samedi. Puis écoute, tu parles du match des étoiles, j'ai un autre coup de gueule à faire là-dessus. Qui, chez la LNH, a décidé de tenir ça un samedi après-midi? Sérieusement, je pense que c'est l'inverse du prime time, samedi après-midi. C'est littéralement le moment où est-ce que tout le monde fait autre chose, que ce soit du jardinage. Les gens font n'importe quoi un samedi après-midi, OK? Il y a personne qui s'installe en disant « Wow, c'est vraiment le moment idéal pour écouter un match des étoiles au hockey, un concours de 3 contre 3. De 3 à 6, what the fuck? Le concours d'habileté, c'est le vendredi soir, c'est parfait, il n'y a aucun problème avec ça. Pourquoi le samedi après-midi pour un match des étoiles? Je comprends pas, ça me dépasse. C'est tellement une mauvaise idée. Je sais pas pourquoi on s'entête à faire ça, parce qu'on l'a fait aussi les années passées, c'est aussi. Peut-être que le samedi soir, ça aiderait. Je sais pas, donne-toi une chance en prime time ou quoi que ce soit, mais c'est une erreur de jugement, ça, pour moi. J'en reviens pas qu'on ait fait ça pour la LNH. Je vais juste conclure là-dessus, puis juste dire que, juste pour montrer à quel point cet événement-là veut absolument rien dire dans la Ligue nationale, regardez qui a gagné. C'est l'équipe composée des joueurs des Maple Leafs de Toronto, puis c'est Austin Matthews qui a gagné l'MVP. Anguille sous roche. Fait que juste pour vous montrer à quel point que pour une fois qu'ils essaient de gagner quelque chose, les joueurs des Maple Leafs sont incapables de gagner quelque chose de vrai. Fait que c'est juste pour montrer. Ils gagnent le truc dans le genre. Hey, les gars, vous avez jasé un petit peu. Vous avez laissé ça sous-entendre un petit peu, là. Les joueurs de la Ligue nationale de hockey seront de retour aux Jeux olympiques d'hiver. Let's go! Let's go! We ball. La dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2014. C'était à Sochi. L'équipe canadienne qui avait gagné en un beau dimanche matin, samedi matin, 7 heures. Je me souviens, je pense que je m'étais réveillé ce dimanche matin-là, puis c'était genre 2-0 au Canada. J'en fais fuck, je regarde pas ça. J'avais vu du début à la fin. Carey Price devant l'équipe qu'il y avait en 2014, j'étais genre avec une avance de 2-0. Impossible que les Suédois gagnent. C'était déjà canné. Non, c'était super cool. Puis ça avait mené à justement cette vidéo-là. Puis là j'ai vu ça. Puis je suis comme, fuck, ça fait déjà 10 ans cette vidéo-là de Piquet Subban qui filme Carey Price, qui filme Sidney Crosby, qui filme Martin Saint-Louis, Alex Pietrangelo, toute l'équipe. Je suis comme, wow. Puis Roberto Luongo aussi. Je suis comme, wow. Fuck, ça fait déjà 10 ans. C'était quelque chose. Ah oui. Cette équipe-là était quelque chose. Pour vrai, Canada 2014, c'était quelque chose, cette équipe-là. C'était bon partout. Ouais, c'était une bonne équipe. En fait, ce que je m'excuse, bon partout, c'était littéralement élite partout. Non, bon partout, ça commence même pas à décrire, ça avait aucun sens. C'était pas juste élite, mais c'était genre tellement structuré, genre c'était impossible. C'était impossible qu'une équipe pouvait gagner. Moi, le seul souvenir que j'ai de ce tournoi olympique de 2014, c'est Christophe Guzleskis, le goaler letton qui avait passé. Oui. Qui était genre devenu dieu pendant à peu près 40 minutes, puis que le Canada était incapable de marquer jusqu'à temps que Shea Weber brise, puis ça tout. Mais tu sais, on a passé à ça de Christophe Guzleskis de voler le tournoi. Absolument, mais c'était incroyable. C'était incroyable. Non, c'est absolument incroyable. Fait que justement, équipe Canada qui reviendra aux prochains Olympiques de 2026 et 2030. On a aussi annoncé la création du tournoi des 4 nations. Ouais. Qu'est-ce qu'on en dit de ça? Parce que il y a juste 4 équipes qui vont être dans ce tournoi-là. 4 pays. Écoute, moi, ce que j'en dis, c'est que
tant mieux si ça amène du hockey international. Les tournois comme ça avec les meilleurs de chaque bar, c'est ça qui est le fun. C'est le fun de voir ces compétitions-là, mais en même temps, si t'es un joueur russe, si t'es un joueur slovaque, si t'es un joueur tchèque, ça doit te mettre en tabarnak de pas faire partie de ce tournoi-là. Puis je les comprends, pas pourquoi. J'imagine qu'on a choisi 4, puis si un jour la Russie redevient dans le portrait, là, ça va être intéressant de voir est-ce qu'on monte à 5, à 6, est-ce qu'on monte à 8. Mais c'est dommage pour ces joueurs-là qui ne seront pas représentés. Je pense à David Pasternak, qu'on verra pas, Nikita Kucherov, qu'on verra pas dans ce tournoi. Je pense que c'est les 2 premiers gars qui me viennent. Mais c'est dommage qu'on puisse pas voir ces gars-là, mais au moins on va pouvoir avoir 4 pays. C'est quand même les 4 grandes puissances avec la Russie qui serait dans le top 5 aussi, là, mais ça reste quand même les 4 grandes puissances. Puis c'est le fun de voir que dès 2025, ça va remplacer aussi le match des étoiles que merci Dieu d'enlever ce match des étoiles-là. Mais je trouve que c'est une bonne chose de redonner ça. Pour moi, je pense que les joueurs vont être beaucoup plus investis qu'ils sont dans le match des étoiles en ce moment. Pop, avant que tu te lances là-dessus, quand même donner un petit peu de contexte. Les 4 pays qui sont bien évidemment le Canada, les États-Unis, et les 2 pays européens qui seront là seront la Finlande et la Suède. Pop, je te repasse la POC. Écoute, moi, je vais juste dire que pour la première fois de notre vivant, on va voir Connor McDavid aux Olympiques. Oui. C'est juste montrer qu'un gars comme Connor McDavid, Austin Matthews, on n'a jamais vu ça aux Olympiques. Là. Nathan McKinnon, ça n'a jamais été aux Olympiques non plus. La dernière fois que McDavid a porté le chandail du Canada, c'était en 2018. Puis ça, c'est la Coupe du monde de hockey là, qui est au printemps, qui est probablement la compétition Mickey Mouse par excellence, probablement tout sport confondu. Ça, c'est probablement... Celle où Joël Armia devient un dieu pendant 2 semaines puis qui vend du rêve à chaque fois. Là. Ou qu'un gars comme Juraj Slafkovský se sert de ça pour devenir first overall, mais bon, ça c'est un autre affaire. Mais c'est juste pour dire que on va en faire avoir des gars comme Connor McDavid et Connor Bedard et Cale Makar et tout l'affrontement final Canada-États-Unis va vendre du rêve. Dans quelques années, ça va vendre du rêve. Je vous le dis tout de suite. Ça risque d'être un Miracle on Ice 2.0 parce que cette équipe américaine-là... Ah, ça va être sale. Ça va être très sale. Mais le Canada aussi. C'est ça l'affaire. Ouais, mais c'est qui le gardien numéro 1? T'as plusieurs options correctes. T'as Adeniel, t'as Stuart Skinner, t'as même Montembeault qui rentre là-dedans. que j'ai vu dans la conversation. Mais je veux dire, Montembeault est là, mais on est loin de Carey Price, on est loin de Roberto Luongo, on est loin de tous ces gars-là. Là. Ça va être la grosse faiblesse du Canada. Ça va être la grosse faiblesse du Canada. Définitivement. Tant qu'à rester sur le sujet Canada, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. C'est officiel cette fois-ci. On avait un bon doute que les joueurs mentionnés étaient les joueurs qui allaient être accusés. On parle ici de Jacob Formenton. Ça avait été confirmé qu'il allait se rendre à la police. Alex Formenton. J'ai dit Jacob, pardon. Alex Formenton. Ensuite, Dylan Dubé. On va en jaser dans quelques secondes. Michael McLeod, Carter Hart et Cal Foote. Là, maintenant, pour ce qui est de la partie judiciaire de ça, on a des accusations qui ont été faites et on va avoir un procès qui devrait arriver, on dit, fin 2025, peut-être début 2026. Du gros journalisme de la part de Rick Westhead. Ça, pour le vrai, je lève mon chapeau. Un GOAT de la profession officiellement. Mais ce qui retient énormément l'attention là-dedans, et ça, pour de vrai, on doit en avoir débat toute la semaine. Là. Les Flames de Calgary, OK? Lorsque ça a été annoncé que Dylan Dubé quittait l'équipe, ou du moins s'absentait des activités de l'équipe, ils avaient donné le prétexte que c'était pour veiller à sa santé mentale. Là, on marche un petit peu sur des œufs ici, parce qu'il y a plusieurs façons de voir la chose. On peut parler peut-être que les Flames ne savaient pas ce qui allait arriver. C'est la raison qu'ils donnent d'ailleurs. Les Flames se défendent en disant qu'ils ne le savaient pas. Voilà. Peut-être qu'on dit, peut-être qu'ils camouflaient réellement, sachant ce qui se passait, ou peut-être même, pour ce qui est de Dylan Dubé, en effet, c'est une grosse expérience que de recevoir des accusations, donc il veut veiller à sa santé mentale. Œuvrant les trois un peu dans le domaine, là, qu'est-ce que vous avez à dire de cette débauche de relations publiques de la part des Flames de Calgary? Je vais y aller vite en premier, et puis après ça, je vais te laisser le chemin au complet. Honnêtement, sur le coup, je vais t'avouer, quand c'est sorti, j'ai été
le premier à critiquer les Flames parce que c'est une grave erreur de jugement. Et cette erreur-là de jugement, pour moi, j'assumais que les Flames étaient au courant. Est-ce que les Flames étaient vraiment au courant? Pour moi, ça change quelque chose. Et pour moi, c'est ça qui fait en sorte que je vais être prudent aujourd'hui dans ce que je vais dire. Je suis pas prêt à mettre le blâme au complet sur les Flames parce que je sais pas s'ils le savaient ou non. Parce que c'est possible qu'ils le savaient pas à ce moment-là. S'ils le savaient, c'est épouvantable de mettre ça sur le dos de la santé mentale. En tant que quelqu'un qui étudie en santé mentale, c'est terrible de mettre ça sur le dos de la santé mentale qui devient comme une excuse parapluie puis qui fait en sorte qu'on prendra plus des cas futurs de vraie santé mentale au sérieux. Mais de voir que si les Flames ne savaient pas, c'est vraiment la raison que Dylan Dubé et l'équipe autour de Dylan Dubé a donné aux Flames. Je vais leur donner un break là-dessus. Mais écoute, ça va vraiment dépendre de s'ils savaient ou non. Peut-être qu'on n'aura jamais la réponse à cette question-là, mais s'ils le savaient, c'est vraiment une grave erreur de jugement qu'ils ont faite. Et quand même, dans les circonstances, les forcer un peu à le faire, mais bravo à eux d'avoir au moins sorti un communiqué pour justifier la décision de l'avoir fait, de dire qu'ils ne savaient pas que ce soit vrai ou non. Au moins, on a agi pour comme calmer la tempête parce que tu le disais, mardi, là, je sais pas qui est le gérant du PR des Flames, mais ce gars-là ou cette fille-là a eu une journée terrible. Quand c'est sorti de Dylan Dubé, ça a été une journée terrible pour les Flames. On a essayé de se sauver la face. Maintenant, je peux pas trop me prononcer sans savoir le fond de l'histoire, mais ça paraît mal. C'est que ça paraît mal quand on regarde ça de même à première. Moi, ce que j'avais pensé, puis ça, c'était sur le coup, là, c'était comme penser éclair tout de suite, c'était pas réfléchi ou whatever. Faut savoir que Dylan Dubé, c'était le deuxième nom sur les 5 qui ont sorti, après Carter Hart. Qui a sorti peut-être l'après-midi précédent. Je pense que Dylan Dubé a comme sorti le matin, puis l'après-midi précédent, c'est Carter. Moi, je pense qu'on avait utilisé ça parce que justement, on voulait pas que le monde fasse « Hein, c'est 2 gars d'équipe Canada Junior, ça a-tu rapport avec ça? » Moi, je pensais que c'était ça au début. Là, on est arrivé avec quelques théories, comment que ça peut se passer. Moi, je pense que ce qui aurait pu arriver, et là, je vais encore utiliser le conditionnel là-dessus, c'est que c'est peut-être le camp de Dylan Dubé qui a dit « OK, si je quitte, dites que c'est par rapport, tu sais, trop personnel, hors de la patinoire, santé mentale, puis tout ça. » Ce qui fait en sorte un peu que les responsables, justement, des communications, tu peux pas aller contre ça. Tu peux pas changer le discours que le propre joueur a fait. Fait que c'était comme peut-être, tu sais, le département des communications a probablement été un peu menotté là-dessus. Et là, c'est sûr aussi que c'est le fait de pas savoir ou non. Mais je pense aussi qu'il y a juste un petit détail aussi qu'on dirait que personne n'a mentionné concernant Dylan Dubé spécifiquement. C'est que dans cette édition d'Équipe Canada Junior du 2018, c'était lui le capitaine de l'équipe. C'est lui qui avait d'ailleurs, si je me souviens bien, marqué le premier but de la finale pour le Canada contre les Suédois, puis c'était lui le capitaine de la formation. Je pense, je sais pas pourquoi ce détail-là est pas plus répandu que ça, puis que le monde en parle de plus, parce que, tu sais, c'est lui qui le sait, c'est lui qui avait les responsabilités puis tout ça, puis il fait partie de cette controverse-là, de ce scandale-là. Ça fait juste montrer à quel point ça va prendre des proportions énormes et chaque détail et chaque histoire rattachée jusqu'à ce qu'on ait possiblement un procès où toutes les étapes judiciaires, ça va être suivi très sérieusement par le partisan moyen, puis j'ai hâte de voir ce que ça va faire de ce côté-là pour Équipe Canada Junior, qui, malheureusement, vient mettre de l'ombre à une édition qui avait quand même gagné l'or sur une victoire spectaculaire contre la Suède en 2018. Ben oui, puis ça, on l'a vu justement dans les 2 dernières années à quel point l'organisation en tant que telle d'Équipe Canada en a mangé de la merde, puis ils sont pas sortis du bois, là. Non, ils sont pas sortis du bois, là. Et était très mérité. Encore une fois, chapeau à Rick Westhead pour le travail qu'il fait là-dessus. Je ne sais pas à quel point est-ce qu'il va être encore impliqué d'ici la fin du processus. Mais pas mal sûr. Pas mal sûr que ça va être le go-to à suivre dans les prochains mois là-dessus. Probablement, mais du grand travail de journalisme. On va finir le bloc hockey parce qu'on a eu une transaction du côté des Canadiens de Montréal. Oui. La semaine dernière, on avait eu sur le perron d'église une question, ou du moins une prédiction bouillante de la part de notre ami Nicolas Gaudet quant à Sean Monahan et sa valeur dans une possible échange avec les Jets de Winnipeg. Il a eu presque raison parce que c'est exactement ce qui est arrivé. Sean Monahan a en effet été transigé aux Jets de Winnipeg.
Le retour, par contre, n'est pas le même. Du côté de Kent Hughes, Went Hughes, en fait, avec 2 W, on est allé chercher un choix de premier tour à l'encan qui s'en vient, donc en juin prochain 2024, et on est allé chercher un choix conditionnel. Là, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure pour les gens qui ont peut-être la mémoire courte, puis si vous en faites partie, je suis peut-être pas désolé, parce qu'il faut quand même se rappeler, le Canadien de Montréal, OK? Ça, je vous donne un petit devoir, là. Félix, Pop, peu importe qui veut s'exprimer en premier, rappelez aux partisans qu'est-ce que les Canadiens de Montréal ont eu à donner pour aller chercher Sean Monahan. Oh, ben... Zorro. pas zéro. Zorro. Attends, même que non seulement ils n'ont rien eu à donner, mais si je me trompe pas... On a eu un choix de ils ont eu un choix de première ronde pour ça, si je me trompe pas. Mais... Fait que Monahan, concrètement, rapporte 2 choix de première ronde et tu disais un choix de conditionnel. Le choix conditionnel, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, on parle d'un choix conditionnel de 3e ronde en 2027 qui va prendre le chemin de Montréal si Winnipeg gagne la Coupe cette année. Fait que, assumons qu'il viendra pas. S'il vient, c'est une belle surprise, mais assumons qu'il viendra pas. Assumons que c'est Monahan pour un choix de première ronde. Puis au moins les conditions sont pas aussi compliquées que le sacro-saint choix de première ronde qu'on avait eu avec Monahan. Je comprends encore pas. Je pense qu'on en a un qui arrive en 2025 ou en 2026. C'est hyper compliqué. Il y a à peu près 26 000 possibilités. Mais je pense que c'est plus en 2026 que ce choix-là va venir au Canadien. Encore là, je suis pas sûr parce que c'est vraiment compliqué. Il y a à peu près 8 scénarios possibles. Parce qu'il y a 3 équipes impliquées. Il y a 3 équipes impliquées là-dedans. Il y a aussi les Panthers de la Floride qui sont là-dedans. C'est avec le choix de Mathieu Tkachuk. Mais bref, tout ça pour dire que Monahan, au final, rapporte 2 choix de première ronde au Canadien pour que le Canadien ait pris son salaire pendant 1 an et qu'il ait donné un contrat avantageux pour une 2e année. Sean Monahan a vraiment fait des bonnes choses à Montréal. Je pense que personne ne va nier que Monahan fait du Canadien une meilleure équipe. Maintenant, Monahan est parti. Au moins Alex Newhook semble sur le point de revenir parce que cette équipe-là, la ligne de centre est terrible sinon. Inexistante. Et moi, ce que j'aime, inexistante. Et moi, ce que j'aime beaucoup de cette transaction-là, peut-être que c'est un détail qui ne saute pas aux yeux au début. Le Canadien n'a pas retenu de salaire sur Sean Monahan. Et c'est pas l'argent qui est un facteur. On s'en fout complètement de. Même si on retenait 1 million, ça n'aurait rien changé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut rappeler que une équipe peut retenir jusqu'à 3 salaires en même temps dans une année. Le Canadien en retient déjà 2. Et là, si on avait échangé Sean Monahan avec une retenue de salaire, on se serait complètement lié les mains. On n'aurait pas pu échanger un autre gars en retenant du salaire. Mais là, maintenant que c'est pas fait, Jake Allen devient un peu plus échangeable. David Savard devient un peu plus échangeable. Tanner Pearson devient plus échangeable. Tanner Pearson, c'est des gars que tu peux retenir 50% de leur salaire et tu peux les échanger. Ce qui a plein salaire, c'est peut-être des gars que tu ne peux carrément pas échanger. Ça aide beaucoup le Canadien, ça va offrir de la flexibilité. Je sais pas si on va être capable d'échanger quelque chose d'ici le prochain mois, parce que là, Monahan était de loin le gros actif de l'équipe. Mais au moins se garder cette possibilité-là d'avoir une 3e retenue de salaire, c'est très important pour le Canadien dans le prochain mois qui va nous mener à la date limite des transactions. Moi, par exemple, Mio, dans la façon que tu parlais tantôt, je vais un peu défendre le camp qui pensait avoir un petit peu plus dans le cas de Sean Monahan. Je comprends le asset management de Kent Hughes. Soit dit en passant, c'est certainement son meilleur move en carrière, toute cette gestion du dossier Sean Monahan pour tout ce qu'il a fait avec ça. Loin. Mais là, c'est sûr qu'il y avait des lunettes roses qui se mettaient avec l'échange de Elias Lindholm la veille. Quelques heures, on s'était dit, hey, ça set le prix. On va peut-être utiliser la date limite des transactions pour peut-être avoir un levier supplémentaire. Merci, bonsoir. Quelques heures après, c'était déjà réglé. J'ai fait, oh, damn, OK. C'est allé vite, c'est vraiment allé vite. On niaise pas, OK, fine. Mais c'est sûr que dans le cas d'Elias Lindholm, qui d'ailleurs, soit dit en passant, je me souviens plus si c'est avant ou après, de mémoire, si je me souviens plus. Je pense, parce que Elias Lindholm a été repêché 5e au total en 2013, puis au 6e rang, c'était Sean Monahan. Fait que moi, je trouvais ça juste drôle que tout ça soit réglé. Mais moi, gros move pour les Canucks de Vancouver. Moi, j'aime ça. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que les Canucks arrivaient cette saison avec pas les plus grosses attentes sur la planète, ont décidé de ball the fuck out depuis le début de l'année. Une des meilleures équipes de la Ligue nationale depuis le jour 1 de la saison. Et ils ont réussi à prouver à l'état-major, hey, croyez en nous, investissez en nous, puis on va aller vous chercher une Coupe Stanley. Puis on est allé prouver et ça donne
tellement de polyvalence et de versabilité au top 6 des Canucks de Vancouver. Tu peux utiliser Elias Lindholm avec Elias Pettersson, avec Brock Besser. Hey, ça là, ensemble, là, Elias Lindholm, c'est peut-être pas le centre le plus spectaculaire de la Ligue nationale. C'est pas un Connor McDavid, c'est pas un Austin Matthews. Non. Mais mets-lui 2 ailiers d'élite, tassez-vous les chums, ça va fesser sur un moyen temps. Puis tu peux garder JT Miller comme deuxième centre. C'est tellement le fun de ce qu'on peut faire du côté de Vancouver et du côté de Calgary, ce qui est quand même le fun, c'est que là, on reçoit des assets. On reçoit Andrei Kuzmenko qui ne faisait plus partie des plans de l'équipe et Andrei Kuzmenko lui-même n'avait plus Vancouver dans ses plans, fait qu'on s'en va de ce côté-là. Hunter Broustavitz, par exemple, troisième meilleur buteur, troisième meilleur pointeur de la Ligue junior de l'Ontario, c'est un défenseur, mesdames, messieurs. Dans le fond, pour ceux qui ne le connaissent pas, là, c'est un peu comme le Lane Hutson que les Canucks avaient qui viennent d'échanger aux Flames. C'est un peu l'équivalent de ça. J'aime un peu mieux le Lane Hutson, mais Broustavitz, qui est un droitier d'ailleurs, est un défenseur droitier qui marque des points sans bon sens. C'est pas Lane Hutson, mais c'est vraiment, vraiment pas loin. Niveau de qualité de joueur offensif qu'on a là. Moi, ce qui m'avait fait rire, c'est que Jeff Marek qui avait comparé Hunter Broustavitz en disant que c'est le Adam Fox de la Ligue junior de l'Ontario. Ce qui est quand même très vrai dans le style de jeu, mais tu vas pas dire ça aux fans des Flames de Calgary qui ont vu Adam Fox dire « Non, je ne signerai pas avec vous, je veux aller jouer pour les Rangers de New York et je dippe. Merci, bonsoir. » Mais gros move pour les Canucks de Vancouver. Et là, pour le marché des joueurs de centre, des gars comme Adam Henrique, qui est quand même sur une belle petite lancée dans les derniers jours, pourrait peut-être se servir de ça pour faire monter un peu son prix puis essayer d'avoir un bon prix du côté des Ducks d'Anaheim. Ouais. Shout-out à Adam Henrique, aussi légende des Devils du New Jersey lors de la run vers la finale de 2012. 2012 represent 2012, we remember. Le but gagnant contre les Rangers de New York pour propulser les Devils en finale de la Coupe Stanley. C'était une super belle finale de l'Est. Cette rivalité New York-New Jersey, là, puis Martin Brodeur dans les buts. T'avais Zach Parise encore, Ilya Kovalchuk. Man, quelle équipe. Ce qui contraste vraiment avec la finale de l'Ouest année-là, qui avait genre fucking Arizona en finale de l'Ouest contre les Kings. Mike Smith avait tellement été bon cette année-là. Mike Smith avait été fou. C'était probablement le pire carré d'as que j'ai vu de ma vie dans les séries de la Ligue nationale, mais c'est bon. Mais ça a été bon. Maintenant. Le monde de l'Arizona se sont pointés cette fois-là, puis après ça, c'est terminé. Il n'y avait plus personne pour voir les matchs. Les boys, on va se transporter du côté de la NFL parce que oui, en effet, il y avait, si vous voulez vraiment considérer ce qui s'est passé au Super Bowl comme un match, mis à part ça, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'activité trop importante. Le Pro Bowl, je suis le premier à chier sur les matchs des étoiles. J'aime pas vraiment le concept sauf celui de la MLB, mais honnêtement, cette année, le flag un peu le fun. Juste un peu le fun. Il y avait des trucs juste assez... honnêtement, il y a eu des moments cool. Mais c'est encore, ça reste du divertissement plus que du sport. Puis tu disais pas tantôt, c'était le match d'étoiles au hockey, c'était du divertissement. Le Pro Bowl, c'est ça aussi, mais entre les deux, j'ai un petit peu plus aimé ce que le Pro Bowl a la différence entre les deux, c'est que la Ligue nationale est pas capable de trouver une formule qui marche, tandis que la NFL est victime du concept du sport lui-même. Tu peux pas ne pas faire un match sans contact dans un sport super contact. Tu sais, c'est juste ça la différence. Sauf quand Sean Taylor décide de détruire un punter comme il avait fait il y a une quinzaine d'années. L'un des plus grands. Mais quand même, on va avoir les honneurs de la NFL qui vont être annoncés, donc les différents prix individuels. On va jouer un petit peu le jeu de la prédiction parce que maintenant, on connaît justement les candidats, mais on en a quelques-uns à vous offrir par rapport à qui va l'emporter. À commencer par le coach de l'année. Les boys, moi, vous le savez déjà. Le monde à la maison, si vous êtes un régulier du programme, vous le savez déjà. Je vais quand même le dire. Moi, mon entraîneur-chef de l'année va être Dan Campbell pour les Lions de Détroit, MCDC. J'ai besoin d'entendre votre opinion là-dessus. Je vais faire court. Je ne sais pas si c'est lui qui va gagner, mais je pense que ça serait probablement mon vote. Ça serait Kevin Stefanski avec les Browns de Cleveland. Perdre Nick Chubb au quart de la saison et de trouver une façon de gagner des matchs avec Joe Flacco. Comment tu peux accoter ça? Puis amener ton club en série comme ça? Avec Joe Flacco en 2024.
Hey, ce gars-là, Kevin Stefanski, qui est mon choix aussi, je pense que c'est lui qui va gagner. Je pense que DeMeco Ryans va avoir énormément de votes pour ce qu'il a fait avec les Texans cette année. Mais Kevin Stefanski, qui est aussi mon choix. Ce gars-là a amené les Browns en série avec une fiche de 12-5, si je ne m'abuse, je pense que c'est 12-5. Dans une division où tout le monde a fini au-dessus de 500, là. Et où les corps arrière de cette équipe-là ont été Deshaun Watson, Dorian Thompson-Robinson, PJ Walker et Joe Flacco. On a perdu Nick Chubb et on a perdu littéralement l'entièreté de la ligne offensive. Et cette équipe-là, 12-5, meilleure défense de la ligue, l'attaque qui est quand même assez potable. Kevin Stefanski mérite des fleurs et des fleurs pour cette magnifique saison-là avec les Browns. Pour moi, c'est le choix pour ce trophée-là. Je pense que DeMeco Ryans va le gagner. Je pense que Sean McVay est un bon candidat. Dan Campbell est un bon candidat aussi. Mais je pense que Stefanski est le plus méritant du lot. Faut quand même pas oublier que parmi tout ça, justement, comme tu l'as mentionné, Félix, les Browns avaient une maudite bonne défense cette année. Parmi les meilleurs. On va ensuite aller avec le prochain honneur qui va être le joueur comeback de l'année. On l'avait dit en début de saison que du moment que ce joueur-là, étant Damar Hamlin, prenait un snap, il allait l'emporter. Ma tête irait encore avec ce choix que Damar Hamlin va l'emporter. Mais il y a deux autres noms qui sont extrêmement intéressants et deux noms qui sont à la position de corps arrière. Le premier, vous l'avez mentionné, Joe Flacco. Le deuxième, puis ça, j'en ai jasé la semaine dernière, Baker Mayfield. Oui. Ça, c'est deux noms à retenir. Oui. Personnellement, si on avait à demander mon choix, comme j'ai dit, ma tête, Damar Hamlin, pour ce qui est de mon cœur, moi j'ai avec Baker Mayfield parce que fuck Joe Flacco, fuck les Ravens et fuck les Browns de Cleveland. Écoute, c'est des arguments qui se défendent, mais écoute, un gars qui revient à la vie après avoir passé à ça de la mort dans un freak accident, là. On se rappelle que Damar Hamlin, c'est un jeu de football de routine et passe à ça de mourir sur le terrain. C'est fort, là. Moi, je pense qu'on peut pas le faire, mais je pense que je donnerais quand même le Comeback Player of the Year pour les médecins qui ont réussi à le ramener en vie et tout ça. Mais je comprends le monde qui sont un peu fâchés sur Damar Hamlin parce qu'il a joué peut-être l'équivalent de quelques dizaines de snaps durant toute la saison, alors que Joe Flacco est arrivé quasiment au dernier tiers de la saison. Je sais pas, pour vrai, je pense qu'on pourrait flip un 25 cents, puis ça se jouerait entre Damar Hamlin puis Joe Flacco. Moi, j'ai vu cette semaine sur Twitter, j'ai complètement oublié qui a posté ça, qui disait c'est fascinant quand même de voir la réaction des fans de la NFL qui veulent autant pas que Damar Hamlin gagne, parce que tu regardes sur Internet, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que Damar Hamlin gagne ça parce qu'il n'a pas été bon sur le terrain. Et il y a quelqu'un qui a comparé ça à la situation de Liam Hendricks dans la MLB, que ce gars-là a eu le cancer, est revenu et a lancé, je pense, 4 manches, a été nommé Comeback Player of the Year. Le gars a littéralement affronté la mort et est revenu. Juste le fait qu'il ait pas annoncé sa retraite sur le coup, qu'il soit revenu jouer pour... On le rappelle, c'est un choix de fin de repêchage. Il gagne pas 30 millions par année, Damar Hamlin. Ce gars-là mérite ce trophée-là. Pour moi, c'est même pas une question. Je pense que Joe Flacco va avoir un peu de vote. Je pense que Baker Mayfield. Et je pense qu'il y a des gars comme Tua Tagovailoa. Parce qu'on rappelle, Tua Tagovailoa, l'année passée, les commotions... Une commotion de prendre sa retraite. Hey, Matthew Stafford, on parlait de retraite aussi l'année passée, il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, amène les Rams en série. Mais je pense que Damar Hamlin est le plus méritant. Il y a 5 bons candidats. Mais je pense que Damar Hamlin va se mériter ce trophée-là assez facilement. Oui, définitivement. Ensuite, on va passer aux 2 prix qui vont être remis aux recrues de l'année, à commencer par la défensive. Encore une fois, des bons noms, une classe qui était peut-être pas aussi flashy que dans les années passées. Je vais quand même y aller avec un choix très biaisé. J'ai pas le choix. Je vais devoir y aller avec Joey Porter Jr., des Steelers de Pittsburgh, joueur demi de coin, quelque chose qu'on a eu beaucoup de misère à trouver chez les Steelers, mais surtout du sang jeune, du fresh blood, quelqu'un de frais, parce que dans les années passées, c'était Steven Nelson, c'était Joe Hayden, c'était des joueurs qui prenaient un petit peu en âge. Puis là, encore une fois, cette année, on avait Patrick Peterson pendant un certain... qui est une mémoire distante maintenant. Et Joey Porter s'est vraiment incrusté dans cette défense qui est quand même très établie, qui commence à prendre un petit peu en âge avec des joueurs comme Cameron Hayward qui vont être là. Mais Joey Porter Jr. Va être là et Highsmith aussi vont être des joueurs qui vont être là dans les années prochaines.
j'ai pas de doute que moi, ça va être le joueur défensif de l'année chez les recrues. J'ai pas vraiment d'opinion, mais Will Anderson Jr. pourrait être la meilleure compétition pour aussi avoir ce trophée-là. Mais pour vrai, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, malheureusement. Mais c'est ça qui est le fun, c'est ça qui est plate un peu, c'est que des fois, il faut vraiment connaître le football pour apprécier vraiment les travails défensifs sans se fier aux statistiques. Aux statistiques, c'est ça. Fait que, mais Jalen Carter, j'aime ça. Joey Porter aussi. Mais Will Anderson, qui était quand même un haut choix de première ronde, qui est arrivé, qui était comme un peu l'équivalent de CJ Stroud en défensive, qui a amené un peu les Texans au prochain niveau. Moi, je pense qu'il y a peut-être un poids dans cet argument-là pour au moins pour aller chercher quelques votes là-dessus. Ben, on va pas l'oublier parce que... Excuse Félix, mais ça, on va quand même pas oublier le travail de Will Anderson parce que les Texans, ils se sont beaucoup démarqués par leur attaque ici, CJ Stroud. Puis on oublie un petit peu ce que cette défensive-là l'a fait jusqu'à ce que il donne un petit peu de fil à retordre aux Browns pendant les séries éliminatoires et on fait de Joe Flacco, vraiment, là, j'espère, une souvenir distante. Au passage, Will Anderson aussi, à sa première saison, a été nominé au Pro Bowl, ce qui aussi en soi est incroyable. Écoute, je vais y aller personnellement. Je sais que Jalen Carter et Will Anderson sont les deux noms les plus populaires. Joey Porter va avoir des votes. Non! Mais mon vote, personnellement, va à Kobe Turner des Rams, qui est peut-être pas le plus connu, Kobe Turner, mais en deuxième moitié de saison, est devenu un monstre qui faisait à peu près un sac par match, qui était un monstre sur cette ligne défensive-là, avec Aaron Donald, avec Byron Young, qui est un autre joueur recru aussi. Kobe Turner a les stats de Jalen Carter, mais on parle pas de lui parce que c'était pas un choix de première ronde. Inverse Jalen Carter, Kobe Turner gagne le trophée 1000 fois sur 1000, c'est même pas une question. Pour moi, Kobe Turner aurait mon vote si j'avais le pouvoir de voter pour ce trophée-là dans la NFL. On va passer à celui qui va probablement être le plus controversé, la recrue offensive de l'année. Les nominés officiellement, là, on a Bijan Robinson des Falcons. Il mérite aussi. Ça, on va pas se mentir. Dans une année où c'est un peu plus calme, l'aurait mérité. Sam Laporta chez les Lions aussi, joueur d'élite rapproché. Jahmyr Gibbs aussi, qui a fait parler de lui pendant les séries éliminatoires pour autant du bon que du mal. Mais la coqueluche, là, la course à deux, c'est entre CJ Stroud, corps arrière pour les Texans, et Puka Nacua, le favori de Félix, receveur pour les Rams de Los Angeles. J'ai pas de choix convaincant là-dessus. Je vais y aller pour de vrai, là. Je vais vraiment y aller avec un choix. Non, fuck it, je vais y aller avec ce que Félix va penser. Puka Nacua va l'emporter. Fuck ce qu'on donne d'habitude, toujours au corps arrière. Cette fois-ci, on va donner un prix de l'année, d'un joueur de l'année à un receveur. Il l'a mérité amplement. Félix, je suis avec toi là-dessus. Écoute, tu voles un peu mon spotlight. Écoute, si tu me demandes de mettre un 20$ sur qui va gagner, je pense que CJ Stroud va gagner. Mais, pour moi, Puka a littéralement battu tous les records de receveurs, le plus de catch, le plus de verges. Ce gars-là a eu une saison exceptionnelle, a littéralement remplacé Cooper Kupp dans l'attaque des Rams, qui est, selon moi, en santé, l'un des meilleurs, sinon le meilleur receveur de la ligue. Est arrivé, choix de 5e ronde, de nulle part, et bang, pas de problème, 4e de la ligue pour les verges par la passe, les verges attrapées cette saison. Pour moi, c'est le plus méritant des deux, et j'adore CJ Stroud. Si CJ Stroud le gagne, il l'a vraiment pas volé, parce que c'est déjà un des meilleurs carrières de la ligue à son année recrue. Mais je peux pas m'empêcher de prendre pour Puka. Je pense qu'il le mérite. Je pense l'histoire est cool aussi de ce gars-là, puis je pense qu'il mérite de gagner ce trophée-là de recrue de l'année offensive. Les gars, je vous rappelle qu'on est dans la NFL, la No Fun League, la ligue qui se fout des underdog stories, qui se fout des runs Cinderella, qui s'en fout de vos feelings. La NFL, c'est une ligue de carrière. Et tant aussi longtemps, je dis pas que je suis le premier à critiquer la NFL pour être lazy, pour prendre tout le temps des carrières pour des honneurs, même si je comprends un peu le poste, à quel point il a de la valeur. Mais les Texans de Houston qui étaient dans les abysses de la NFL l'année dernière et qui pensent à peut-être une demi d'un championnat de conférence,
c'est juste trop incroyable. La fiche collective va faire en sorte que CJ Stroud va dépasser Puka Nacua. Je suis déçu, j'aurais aimé ça qu'il gagne aussi, mais écoute, la fiche collective va propulser CJ Stroud parmi le vainqueur de la recrue offensive. Je suis d'accord avec toi parce que je pense que c'est aussi que si les Texans n'avaient pas fait les séries, Puka aurait gagné ce trophée-là. Fact. Je pense que l'énorme saison des Texans va pencher dans la balance. Et Pop, t'as pas besoin de me rappeler que c'est une ligue de carrière. En 2019, j'ai vu Kyler Murray gagner recrue de l'année offensive aux dépens d'A.J. Brown. Je m'en suis jamais remis, ça me lève encore le cœur que ce soit ça. Je sais que ça va être CJ Stroud, mais j'espère que Puka va quand même avoir quelques votes. J'espère qu'il va avoir un peu d'amour. C'est sûr. Puka Nacua season is on. J'espère au moins que ça va être serré. J'espère que ça va être serré. Si c'est, mettons, je sais pas c'est quoi exactement le nombre de votes, mais si c'est, mettons, quelque chose comme 60-40, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais ça que ce soit une course serrée entre les deux. Ben, à suivre, honnêtement, parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va pas être unanime pour CJ Stroud. Puis si ça l'est, la NFL est officiellement je pars une émeute. Officiellement rigged. Je décolle tout dans le logement. Non, mais c'est quand même incroyable aussi du côté de CJ Stroud et Puka Nacua. Oui. La dynamique était bien différente du fait que CJ Stroud était un choix de loterie, était deuxième overall. C'est ça, deuxième au repêchage. Là. C'est ce qu'on s'attendait. Dans le cas de Puka, choix de 5e tour, 177e. Personne ne le connaissait avant que je nomme son nom sur le podcast ici, première semaine de la saison. Hein. Personne n'avait aucune idée c'est qui ce gars-là. Puka Nacua Truther ici. Exactement. On va passer maintenant à mon prix préféré, le joueur défensif de l'année. Parce que, mesdames et messieurs, encore une fois cette année, j'ai l'honneur de vous le dire, et bien sûr, fait toujours partie des nominés, puis il va toujours être mon joueur favori, probablement de tous les temps. J'ai pas besoin de mentionner les autres noms. C'est TJ Watt qui va l'emporter, le joueur défensif de l'année. On peut dire ce qu'on veut sur cette défensive des Steelers, mais on a vu à quel point les Steelers étaient nuls. Puis là, je parle pas juste par l'attaque qui faisait rien avec Matt Canada jusqu'à la moitié de la saison, mais la défensive, là, s'il n'y avait pas TJ Watt sur cette défensive-là, cette défensive-là, elle allait mourir. Cette équipe-là, elle serait dans les bas-fonds de la NFL. Cette équipe-là, cette défensive-là, c'était rien sans le capitaine TJ Watt qui, je tiens à rappeler, encore une fois, cette saison a complété avec 19 sacs du corps, qui est, encore une fois, le meneur dans la NFL. C'est la 3e fois dans sa carrière que ça arrive justement de terminer au sommet de la ligue dans les sacs. Et pensé tellement près il y a quelques années de dépasser le record de Michael Strahan, mais l'a égalisé finalement avec un match en moins, pardon. Mais bon, ça vaut ce que ça vaut. Puis on a vu à quel point les Steelers ont été horribles contre les Bills de Buffalo en séries éliminatoires sans TJ Watt. Je voudrais juste trash talk Mio puis juste le shirt pour dire Myles Garrett va gagner le titre. Le joueur défensif, mais ça serait un peu delusional. TJ Watt va l'emporter, mais j'ai hâte de voir les résultats. J'ai hâte de voir combien de votes Max Crosby va avoir. Max Crosby qui n'était pas dans une équipe super flashy, juste 500 moyenne, mais qui était le cœur, l'âme et tout ce que vous voulez des Raiders de Las Vegas pour la deuxième moitié de la saison. Il a carry cette équipe-là au bout de ses bras. Shout-out quand même à Aidan O'Connell, quand même, qui a su se lever, mais le cœur et l'âme de cette franchise-là repose sur Max Crosby. J'ai juste hâte de voir combien de résultats il va avoir dans Est-ce qu'on peut parler aussi... Est-ce qu'on peut parler aussi à quel point Max Crosby, il fait peur aussi? Il fait tellement peur, Max Crosby. Il fait peur. Si j'étais un corps arrière, là, peut-être on va dire stature Kyler Murray, parce que j'ai la stature un peu similaire à Kyler Murray. Mon Dieu, que Max Crosby qui run vers toi. Tu sais, Aaron Donald, il fait peur parce qu'il est gros, puis il est athlétique, puis il est capable de te battre de différentes façons. Max Crosby, c'est en plus que c'est le leader, c'est le gars que tu entends le plus fort sur le terrain. Ouais. Ah, c'est qu'il serait bon chez les Steelers. Il serait tellement un bon Steelers. Ça, c'est quelque chose que... Le monde à la maison, c'est quelque chose que j'ai dit aux gars avant qu'on lance l'enregistrement. Max Crosby irait tellement bien dans un uniforme des Steelers de Pittsburgh. Là. Puis écoute, tu parlais de Max Crosby. J'aimerais ça que ce gars-là gagne un joueur défensif de l'année. Puis je pense que ça va être TJ Watt cette année comme vous. Mais écoutez-moi, si j'avais un vote, mon choix n'est pas parmi les 5 finalistes. J'en ai parlé un peu aux gars avant l'émission. Si j'avais un vote, moi je sais pas quand est-ce que le trophée de joueur défensif de l'année est devenu tu donnes au meilleur edge rusher de la ligue. Je sais pas quand est-ce que c'est devenu ça le gars qui a le plus de sacs. Pour moi, le meilleur joueur défensif de la ligue cette année, c'était Kyle Hamilton des Ravens de Baltimore. Ce gars-là
est une menace, peu importe où est-ce qu'il joue sur le terrain. Ça n'a aucun bon sens de voir comment Mike McDonald, qui est maintenant le nouveau coach en chef des Seahawks, l'utilise tellement bien, l'utilisait tellement bien. Il est excellent en couverture, capable de blitzer, capable de frapper. Ce gars-là est un X-Factor en défense. Littéralement, il peut te battre de toutes les façons différentes. Je trouve que ce gars-là mérite beaucoup plus d'amour que ce qu'il a reçu. Et je trouve ça ridicule qu'on donne... On parlait comme quoi les joueurs offensifs, c'est un trophée de carrière maintenant. Pourquoi c'est rendu un trophée de edge rusher défensif? Carl Hamilton mérite beaucoup plus d'amour que ce qu'il va recevoir pour ce trophée. Puis c'est intéressant ce que tu apportes ici parce que c'est quelque chose qu'on avait mentionné justement sur l'émission, que la défensive des Ravens était probablement la meilleure défensive de la NFL une fois rendue en séries éliminatoires. Puis c'était pas la défensive la plus flashy, mais c'était une défensive non, vraiment pas. Qui faisait la job. Vraiment mais cette défensive-là ne fonctionne pas sans Carl Hamilton qui peut te battre sur la ligne, qui peut te battre comme linebacker, qui peut te battre comme cornerback, qui peut te battre comme safety. Il peut te battre de toutes les façons. Carl Hamilton a été pour moi le meilleur joueur de cette excellente défense des Ravens-là, qui misait aussi sur Roquan Smith, Marlon Humphrey, Justin Madubuike aussi. Il y a eu tellement de bons joueurs, mais Carl Hamilton était le meilleur joueur de cette défense-là, selon moi. Mm-hmm. On arrive à la fin. Il nous en reste 2 prix à donner. On va y aller avec le joueur offensif de l'année. Donc, pour ce qui est de joueurs offensifs, les nominés que nous avons sont quand même des joueurs de la trempe de Christian McCaffrey, Tyreek Hill, Lamar Jackson, Dak Prescott et compagnie. Tous, encore une fois, des joueurs qui le méritent amplement. Mais, bon, Pop. Are you sure about this? Pop. Amplement, oui. Pour se rendre là, Pop. OK. Oui. OK. Pour se rendre là, un minimum, là. Okay. C'est sûr que je ne demande pas... Pour se rendre là, OK. OK, regarde, on n'a pas mis genre, je sais pas moi... le nom le plus random que je peux mentionner, là. On n'a pas demandé à... DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins d'être là. Ou Mark Andrews. Non, il mérite d'être finaliste, mais amplement de gagner, là. C'est pas tout le monde dans cette... En tout cas. Quand même intriguant. Moi, je vais y aller vraiment... Ça risque d'être controversé, mais tu sais, ça, c'est un truc qui va vraiment sur offensif. Et vraiment... Première moitié de la saison, on se demandait qui peut arrêter les Dolphins. Ah non. Et sur cette équipe-là, le joueur... Puis là, Félix, je te vois un peu squint des yeux, là. Ouais. Mais j'ai pas le choix. Je vais devoir y aller avec Tyreek Hill. Encore une fois, saison totalement dominante au poste de receveur éloigné. A donné toute la misère du monde aux Broncos de Denver. C'était incroyable. Ça, c'était dans les premiers jours de la triple menace. On avait le plaisir de jaser des Broncos qui sont totalement lessivés par Tyreek Hill et cette attaque des Dolphins. Je vais devoir y aller avec Tyreek Hill là-dessus. Moi, je vais même combiner 2 trophées en un. Je vais spoil pour la dernière catégorie. Christian McCaffrey doit gagner l'MVP. Moi, dans ma tête, c'est absolument clair dans mon esprit que Christian McCaffrey gagne l'MVP et donc, par défaut, doit gagner le titre de joueur offensif de l'année dans la NFL. Lamar Jackson, OK, c'est correct, mais je le dis encore, Lamar Jackson, même s'il a connu une bonne saison, c'est un tout. C'est l'équipe qui a amené les Ravens de Baltimore où est-ce qu'ils sont rendus en saison régulière. Défensive de même, avec Lamar Jackson, je pense que c'est un résultat collectif, mais Christian McCaffrey qui passe quasiment à l'histoire. Hey, on se souvient qu'il y a à peine quelques semaines, on parlait de la plus longue séquence de matchs de suite avec un touché pour Christian McCaffrey. Oui, OK, c'était étalé sur 2 saisons. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est juste mon cœur de partisan qui veut voir autre chose qu'un carrière gagner l'MVP. Écoute, mais Christian McCaffrey, MVP, joueur offensif de l'année, je reste mon case. Je vais, juste avant que Félix se lance sur son joueur offensif de l'année, je vais juste faire une petite mention sur ce que tu disais vite par rapport au MVP et à Lamar Jackson. Et la défensive excellente des Ravens. J'adore ce que tu apportes parce que faut pas oublier, moi j'ai beaucoup parlé aussi dans les dernières semaines des Jaguars de Jacksonville de 2018, Saxonville, qui ont mené
Blake Bortles à une finale de championnat de conférence contre les Patriots. C'était à l'époque. Juste rappeler ça. Ils ont passé proche de gagner. Ils ont même passé proche de gagner en plus. Ouais, c'est ce qui est le pire. C'était même pas un blowout. Félix, qui est ton joueur offensif de l'année? Je pense que Tyreek Hill va avoir beaucoup de votes. Je pense que Tyreek Hill n'aura volé aucun de ses votes. Je pense que CeeDee Lamb va avoir des votes. Je pense qu'on parle pas assez de lui. Je pense qu'il va avoir des votes et qu'il les aura pas volés. Je pense même que peut-être que les gros fans de toucher vont donner un peu d'amour à Raheem Mostert, qui a mené la ligue pour les toucher cette saison. Mais mon joueur offensif de l'année, c'est Christian McCaffrey aussi. L'attaque des 49ers allait aussi loin que Christian McCaffrey les portait et il a fait ça pendant tellement de matchs, un impact au sol, un impact au jeu par la passe. Christian McCaffrey était tellement important pour cette attaque-là. Il y a Kyren Williams aussi avec les Rams qui va peut-être se mériter un peu d'amour, j'en doute, mais peut-être 1 ou 2 votes et ils auraient pas volé. Mais Christian McCaffrey n'est pas mon MVP. Écoute, je vais y aller tout de suite, Mio, pendant que je suis là-dessus. Si Derrick Henry n'a pas gagné le MVP avec 2000 verges au sol, c'est pas Christian McCaffrey avec 1459 verges au sol qui va mériter un MVP. Pour moi, le MVP, c'est Lamar Jackson. Et Écoute, tu parlais de Blake Bortles. Lamar Jackson, c'est quand même pas Blake Bortles. Lamar Jackson est quand même un bien meilleur carrière. Pour moi, c'est le MVP, c'est même pas particulièrement proche. On a eu des candidats comme Dak Prescott au courant de la saison, Brock Purdy. Tous ces noms-là sont revenus. Mais pour moi, c'est Lamar Jackson. Il a été bon du premier au dernier match de la saison. Je ne vois pas comment il ne gagnera pas le titre de MVP. Parce que la NFL, MVP, c'est le meilleur carrière. Joueur offensif de l'année, c'est le meilleur non-carrière. McCaffrey pour joueur offensif de l'année. Lamar Jackson comme MVP de la saison 2023. Moi, je fais juste dire qu'il y a une chance que les trophées ne comptent pas les séries éliminatoires. Non. Lamar Jackson a un super bon premier match de série. Oui, contre les Texans, oui, mais en tout cas. mais bon, ceci étant dit, Charles quand même à Lamar Jackson, qui, soit dit en passant, il n'y a même pas un an, personne ne voulait payer ce gars-là. Personne ne voulait donner un contrat, puis il y a du monde qui a des gens, nous autres, il nous intéresse pas, Lamar Jackson, on sortira pas l'argent pour lui. Sort le bag, re-signe avec les Ravens, puis j'étais quand même confiant de voir ce gars-là vouloir prouver à tout le monde à quel point il avait raison, que tout le monde avait tort, et il semble le prouver, il s'en va sur son deuxième MVP. Ouh, ça, c'est ce que tu crois. Parce que c'est ce que je pense qui va arriver. Ah oui, c'est vrai, parce que t'as quand même mentionné McCaffrey. Non, mais dans mon cœur, c'est CMC qui devrait le gagner. Oui, puis... Mais objectivement, c'est probablement Lamar. Si on regarde un peu comment que les voteurs votent, c'est un trophée de QB. Exact. Puis tu t'en vas, c'est drôle parce que tu combines justement un peu carrière et running back parce que Lamar Jackson, certains diront que c'est juste un running back. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, exact. Puis moi, je vais te rejoindre sur l'idée que Christian McCaffrey va le rejoindre. Je sais, je ne l'ai pas nommé comme étant le joueur offensif de l'année, mais c'est parce que Christian McCaffrey, oui, c'est un excellent joueur offensif, mais par-dessus tout, on va laisser Tyreek Hill l'avoir. C'est un joueur explosif, c'est un joueur digne d'un trophée de celui du joueur offensif de l'année. Christian McCaffrey vaut un peu plus que ça. Pour moi, vaut le MVP. Et c'est la raison pourquoi j'ai pas mis joueur offensif de l'année. Oui, on a parlé un petit peu, écoute, on peut faire grand-chose avec une défensive qui peut nous permettre de gagner à chaque match. Je suis désolé, mais cette attaque des 49ers, OK, mis à part Deebo Samuel, qui est quelqu'un de très versatile, mis à part George Kittle, qui a quand même cette même versatilité, Brock Purdy faisait quand même partie de la conversation du MVP, mais ça, c'est juste parce que c'est un corps arrière, puis c'est juste parce que les 49ers performaient bien. Ça s'en va dans un truc qu'on vous réserve en fin d'émission avec les allégations du Game Manager. Les 49ers ne seraient pas où ils seraient en ce moment, littéralement, je dis bien littéralement, si ce n'était de Christian McCaffrey et sa performance face aux Lions et face aux Packers de Green Bay. Je sais que ça n'inclut pas les séries éliminatoires, mais on ne peut pas ignorer Christian McCaffrey à quel point sa présence seule sur le terrain fait des 49ers une équipe tellement meilleure. On oublie parfois. Là. C'est ce qu'on avait avec ça. Ensuite, on a, parlé des honneurs de la NFL, mais on a quelque chose d'un peu spécial là, pour vous ici. C'est nos propres prix, mesdames et messieurs. On vous apporte ça, vu que la saison de la NFL est lancée. Puis on aime bien rire un petit peu avec vous autres aussi. On a décidé de préparer
les prix de la triple menace, les prix LTM de l'année. Puis Félix, tu avais justement une petite mention où est-ce que le monde peut jaser de mimes avec nous autres? Oui, parce qu'on a le prix de mime de l'année qu'on va dévoiler à la fin de ce petit bloc-là. Mais même si on nomme notre mime de l'année, on en a d'autres pour vous sur le groupe Facebook, les super fans des Tigers de Guangdong. On veut vos mimes préférés aussi. On veut jaser, on veut rire de ça avec vous autres. N'hésitez pas à rejoindre ce groupe-là. On veut en jaser avec vous autres et on veut vous offrir ce petit contenu bonus-là sur le groupe Facebook dans les prochains jours. Excellente plug. Alors, on a quelques prix à vous présenter. Bien sûr, on va laisser le mime de l'année en dernier, ou du moins le moment comique de l'année en dernier, mais on va y aller. Les boys, quel a été votre plus gros L pour la saison 2023 de la NFL? Je vais y aller en premier. Je vais me confesser. Mon plus gros L de l'année, ça a été d'avoir cru au Titan édition 2023. Cette équipe-là promettait avec, sur papier, Ryan Tannehill, Derrick Henry et DeAndre Hopkins. Et une défense qui avait quand même des bons éléments. Et je pense que ça aurait difficilement pu être pire. Derrick Henry a quand même eu une bonne saison, très, très sous-estimée comme saison selon moi. Ryan Tannehill, épouvantable. La défense, épouvantable. La ligne offensive me donnait envie de vomir à chaque semaine quand je les regardais. Cette équipe-là était objectivement mauvaise. Ça a coûté son poste à Mike Vrabel, qui s'est fait congédier. Brian Callahan est venu le remplacer. La défense il y avait plus de trous dans cette défense-là que dans une tranche de fromage suisse. C'était pathétique. Les Titans ont été mon plus gros L de l'année et je m'excuse à tous ceux que j'ai convaincus de prendre pour les Titans cette saison. Moi, je vais faire ça quick parce que c'est facile de donner un L à cette équipe-là en regardant leurs fiches, mais les Panthers de la Caroline qui repêchent au premier rang, repêchent Bryce Young. Bryce Young qui, littéralement, a connu une des pires saisons de carrière recrue dans l'histoire de la NFL. Et je dis même pas que c'est de sa faute. C'est même pas totalement de sa faute. Organisationnellement, on n'a jamais été capable de lui donner les armes. On n'a jamais été capable de le protéger. Et en plus, on finit l'année dernière dans la NFL et on n'a même pas le premier choix total. C'est les Bears de Chicago qui ont maintenant le premier choix total. J'ai pensé peut-être à Dan Snyder pour sa vente des Commanders. Oui, OK, ça s'est vendu 6 milliards de dollars. Mais quand c'est rendu que même dans la NFL, tes camarades propriétaires ne veulent plus rien savoir de toi et te traitent de probablement l'un des pires propriétaires de l'histoire du sport professionnel, ça, c'est un gros L, mesdames, messieurs. Mais, Panthers de la Caroline, vous êtes mieux de bounce back l'année passée parce que je vous donne le L de l'année. L'année prochaine. T'as-tu dit l'année passée? Bon, écoute, ils vont retrouver le moyen de revenir. Ouais, c'est ça. Ça va être aussi pire que ce qu'on vient de connaître. Moi, personnellement, mon plus gros L, pas le choix, considérant les attentes qu'on a eues, considérant les 2 premiers tiers de la saison qu'ils nous ont donné, considérant le rêve qu'ils nous ont donné, considérant le possible repeat d'une finale du Super Bowl des frères Kelsey. Mesdames et messieurs, je vous donne les Eagles de Philadelphie qui ont commencé la saison à 10 victoires et 1 défaite. Et de ça, s'en sont donné que défaite après défaite. Une petite victoire, mais après ça, défaite après défaite. Et tout ça pour sortir de quelle manière? D'une défaite cuisante à Baker Mayfield et les Buccaneers de Tampa Bay durant les séries éliminatoires. À l'étranger. C'est même... tu commences l'année 10-1 et tu finis par jouer un match à l'étranger en série. Get the fuck out of here. Les Eagles ont tellement connu une mauvaise fin de saison que les gens ont commencé à croire que les Cowboys auraient réellement pu avoir leur année cette année. Ça, c'était à quel point la fin de saison des Eagles était horrible. Prochaine catégorie, les boys, on veut savoir c'est quoi votre victory lap de la saison. Donc, allez-y, le terrain est à vous. Faites votre meilleure imitation d'Antonio Brown. Saluez la foule parce que finalement, vous avez le plus gros morceau du bâton. Félix, on t'écoute. Je pense que c'est même pas une surprise. Je pense que ceux qui ont suivi la triple menace dans les derniers mois savent littéralement assez facilement où est-ce que je m'en vais avec ça. Milieu de la saison, les Rams de Los Angeles ont une fiche de 4-6. Et je regarde ça et je trouve que les Rams sont très sous-estimés. Je trouve qu'on a perdu contre des très gros clubs. On a perdu des matchs où est-ce que Matthew Stafford n'était pas là, des matchs où est-ce que Cooper Kupp n'était pas là. Et je trouve que la fin de saison est prenable. Donc, j'ai envie de dire que cette équipe-là, selon moi, est très sous-estimée avec une fiche de 4-6. Mérite de l'amour et je pense que cette équipe-là méritait d'aller en série. Comme de fait, on finit la saison avec une fiche de 6-1.
La seule défaite étant contre les Ravens en prolongation, une des rares équipes qui a réussi à amener les Ravens dans un match serré en saison régulière. Les Rams, c'est même pas une question pour moi. C'est mon gros victory lap de l'année. Et petite mention spéciale, tant qu'à parler des Rams, Puka Nacua, que j'ai nommé avant que tout le monde avant quiconque le connaisse dans le coin ici, et qui arrive de nulle part, choix de 5e ronde, bat tous les records pour un receveur recru. Les Rams sont mon victory lap de 2023 dans la NFL. Pop! Ça, c'est probablement le prix en question que je suis pas capable de mettre un doigt là-dessus. Mais si c'était pas de sa blessure, tu sais, Félix est un Puka Nacua truther. Moi, j'allais devenir un Anthony Richardson truther si c'était pas de sa blessure en semaine 4. Moi, je pensais qu'on avait de quoi de spécial du côté d'Indianapolis. Un peu comme on a vu avec les Texans de Houston, mais écoute, je croyais en Anthony Richardson, je regardais aller, je voyais un young prime Cam Newton un peu. Malheureusement, il y a eu les blessures, mais j'ai hâte de voir l'année prochaine, mais je sens déjà que ça va être un victory lap. Et juste le fait que ce gars-là aurait pu donner de l'opposition à CJ Stroud pour le meilleur carrière recrue de cette saison-là, pour moi, c'est un victory lap. Moi, personnellement, mon victory lap, c'est quelque chose que j'ai jasé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines du moins. Les Packers de Green Bay pour avoir trouvé le prochain corps arrière qui va transporter cette organisation-là. À quel point j'ai jasé justement que depuis, je pense que c'était 1991, Jordan Love est le 3e corps arrière partant de cette équipe et il a prouvé à quel point il est clutch, il est bon, c'est un bon joueur. Cette équipe est jeune, cette équipe est prometteuse et j'ai douté grandement des Packers en début de saison, mais les voilà, ils étaient même proches de faire partie de notre bottom 5 des équipes les plus bums de la NFL, puis ils se sont rattrapés, puis on prove wrong à tous les doubters. Prochain prix, on va y aller avec celui qui nous met le plus en tabarnak. Votre coup de gueule de l'année. Donc, ça peut être le joueur, le match ou l'événement par rapport à la NFL qui vous a fait le plus chier cette année. Moi, j'ai un finaliste déjà. C'est pas lui, mais j'y ai passé proche. OK. L'idée de mettre 2 matchs un lundi soir, ça passait à ça. Ça d'être mon coup de gueule de l'année. Mais mon coup de gueule de l'année, la seule affaire qui m'a mis le plus en sacrament durant toute cette saison-là, et non, je ne parle pas de toute l'histoire de Taylor Swift et de toutes les Swifties, de tout ça. Elle vient juste d'annoncer un album. Elle vient juste d'annoncer un nouvel album, Bob. Elle vient juste d'annoncer un nouvel album. Straight Face Gang. Straight Face Gang. Respectfully, we don't care. We don't care. Mais en tout cas, pour revenir au coup de gueule de l'année, moi, c'est tout le débat que la NFL voulait bannir le brotherly shove, le touche-push, name it comment vous le voulez le nommer, mais le jeu de rugby, le faux filet du corps des Eagles de Philadelphie qui l'ont tellement bien exécuté depuis 2 ans. Moi, j'ai de la misère à croire qu'on peut bannir un jeu de la sorte. Oui, c'est très OP quand il est super bien exécuté. La seule affaire, c'est que c'est juste les Eagles qui sont capables de le faire, de bien le faire et de manière constante. Toutes les autres équipes qui ont essayé de l'imiter n'ont jamais été capables de le faire. Donc, on ne peut pas dire que il faut nerf, il faut bannir ça, c'est injuste un peu. La NFL, depuis plusieurs années, donne des règles pour faciliter l'offensive. Et là, tu voudrais qu'on banne ça en plus. C'est un jeu tellement original. Essayez-le, c'est correct. Mais tant aussi longtemps que toutes les équipes le feront de manière automatique, aucun débat de pouvoir bannir ça dans un avenir proche. Félix. Écoute, moi, je vais y aller plus sur un moment et un match que sur un débat sur une règle et tout. Je parlais des Rams tantôt. Le fait que le match entre les Rams et les Lions en série, qui était un match exceptionnel. Vraiment, c'était du bon football des deux bords. Et ce match-là se termine sur un non-call de holding sur Puka, qui était clairement un holding, qui était un PI, qui était un late hit, qui était tout ce que tu veux, et qu'il n'y a pas de flag, que ça se termine là-dessus. Cette saison-là se termine sur un call d'arbitre. J'ai trouvé ça ordinaire. Puis, comme je t'ai dit, c'était tellement un bon match. Puis, je veux rien enlever aux Lions qui, peut-être qu'ils auraient marqué un cheat. Puis, les Lions méritent cette victoire-là comme les Rams ça méritait. Mais c'est vraiment dommage que ça ait fini comme ça. C'est
ce match-là méritait une meilleure fin. Ça méritait une drive sans bon sens pour finir, un 99 verges des Lions pour gagner ou quelque chose. Tu sais, il manquait un petit oomph, puis je trouve ça vraiment plate qu'on ait scrappé le retour de Matthew Stafford à Détroit dans un match de série puis qu'on parle de ce match-là comme étant un mauvais call d'un arbitre à la fin. Je trouve juste ça dommage que ça ait fini comme ça. J'aimerais bien, encore une fois, chialer pour une deuxième saison consécutive sur Kyler Murray et le fait qu'il joue trop à Call of Duty, puis que maintenant, on oublie que Kyler Murray est un carrière qui a du talent. Mais je vais y aller avec une réponse pour le très basique. L'arbitrage. Honnêtement, rien à dire. Bob, tu l'as mentionné toi-même. Les règles sont faites pour avantager l'offensive. C'est fait pour avantager les corps arrière. Moi qui est un grand fan de tout ce qui est défensif, vous le savez, je suis un fan des Steelers. Je viens de parler de Max Crosby comme étant un de mes joueurs favoris aussi. À quel point le nombre de fois que tu vas avoir un rusher qui va vraiment, il va aller se ruer sur le corps arrière. Du moment que le ballon est lancé et que le contact se fasse, souvent le joueur de défensive n'a pas le temps de réagir, n'a pas le temps de se contorsionner un peu comme pour nos fans de Star Wars et prequels, de voir Palpatine faire une tornade. Les joueurs n'ont pas le temps de faire ça, ne peuvent pas se dégager du chemin. Donc, est-ce qu'on va voir quelque chose un peu comme on voyait avec la NBA, avec les joueurs d'offensive qui commencent juste à se lancer dans un joueur qui saute vers eux pour aller chercher quelques points supplémentaires? Peut-être. En ce moment, les règles de la NFL, tu l'as dit toi-même, Pop, c'est fait pour l'attaque et surtout les carrières. Les boys, je vais avoir besoin de votre joueur surprise de l'année. Je vais le dire tout de suite. Je vais laisser Félix le dire. Écoute, ça va peut-être vous surprendre. Je pense que tout le monde s'attend à ce que je nomme Puka. C'est pas Puka, mon joueur surprise. Ce n'est pas Puka, mon joueur surprise de l'année. Écoute, si tu le veux, il est tout à toi. Parce que, écoute, je l'ai collé avant le début de la saison. Je disais que j'aimais son rôle possible avec Cup. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Mais moi, écoute, je reste avec les Rams encore. Kyren Williams. Kyren Williams, l'année passée, était le 3e, 4e running back des Rams, était blessé. On l'a très peu vu avec les Rams. Et là, cette année, Kyren Williams, je pense que les gens ne réalisent pas, en verges par match au sol, ce gars-là en a plus que Christian McCaffrey cette saison. Et c'est parce qu'il a manqué un 4 matchs en raison d'une blessure et qu'il a manqué aussi le dernier match. Mais Kyren Williams, en 12 matchs cette saison, dont 11 comme partant, il n'a pas été partant pour le premier match, 1144 verges au sol et 12 touchés. Ce qui est pas loin de McCaffrey qui a 1459 verges en 16 matchs. Il était partant pour chacun de ces matchs-là. Pour moi, Kyren Williams, qui est arrivé de littéralement nulle part, a profité du système de Sean McVay qui est excellent pour les running backs. Mais ce gars-là, que personne n'attendait, a possiblement été le meilleur coureur de la ligue, et j'ai le temps tout respect pour McCaffrey, qui est selon moi un bien meilleur joueur pour son apport avec la passe et tout. Mais quand tu regardes au classement, Kyren Williams, qui a manqué 4 matchs pour blessure, est 3e de la ligue pour les verges au sol derrière McCaffrey et Derrick Henry, qui est d'ailleurs Derrick Henry 2e. On a beaucoup chié sur Derrick Henry, mais il est 2e de ce classement-là cette saison. Les Washed Allegations ont été Les Washed Allegations sont pas bons, mais Kyren Williams est juste le numéro 3 et plus de verges au sol par match que Christian McCaffrey. Pour moi, mérite beaucoup plus d'amour que ce qu'on lui donne cette saison, Kyren Williams. Avant que Pop... Oui, excuse Pop, vas-y. Non, vas-y, Mimi. Juste avant que tu te lances sur ton choix, je vais y aller. Je croyais vraiment que Félix allait y aller avec Puka Nacua. Il m'a trahi. Mais vraiment, pour le vrai, la triple menace, c'est vraiment un podcast de propagande de Puka Nacua. Je sais qu'il parle... Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Je l'ai parti en premier. Exact. En plus, je sais que Puka Nacua, très, 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 très probablement ne parle pas français, mais... S'il veut se joindre au podcast, moi, je vais tellement être content. Ça va être le meilleur podcast de propagande. Ce serait le plus beau moment de ma vie, je pense. Si on l'a comme invité au podcast, je pense que je serais pas capable de parler de tout l'épisode. Fait que je vais vous laisser poser des questions si ça arrive, là, mais... Tu vas juste être figé devant lui. Starstruck. Exact. Puis quand même, je vais quand même le rappeler, petite statistique pour Puka Nacua cette saison. 105 réceptions quand même, 1486 verges. Vraiment receveur électrisant à sa première saison chez les pros. Pro Bowl a aidé grandement cette offensive des Rams. Et cette équipe des Rams qui, comme on mentionnait, à 4-6, plus ça allait, moins les séries commençaient à devenir envisageables. Et pourtant, on s'est rendu, puis voilà. Pop. Écoute, c'est des très bons choix. Je vais y aller peut-être un peu plus sous le radar parce que
oui, il y a les performances, mais il y a aussi le contexte un peu qui est rattaché à ce joueur-là. Calvin Ridley, des Jaguars de Jacksonville, qui, on se rappelle, en 2022, n'a pas joué la saison 2022, alors pour une suspension qui violait les règles de gambling de la NFL, finit quand même avec 1016 verges par la passe, 8 touchés dans une nouvelle équipe. C'était sa première saison à Jacksonville après avoir passé 4 ans. Moi, je dis juste pour ça, écoute, c'est une excellente surprise de voir Ridley être revenu quasiment à la forme qu'il avait avant sa suspension. Et j'ai hâte de voir l'année prochaine avec une chimie plus développée avec Trevor Lawrence. Qu'est-ce qu'il va amener et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire l'année prochaine? Je suis quand même un peu surpris que ce gars-là n'ait pas eu de considération pour justement le meilleur retour de l'année. Ça aurait pu être un très bon candidat, mais je veux donner du love quand même à Calvin Ridley. Ouais, je pense que la NFL n'aurait pas aimé ça. La NFL n'aimerait pas ça. Je pense pas que la NFL aurait aimé ça d'avoir un joueur qui a été suspendu littéralement pour avoir fait du pari sportif en ligne, être mentionné. Il nous reste 2 catégories maintenant. On arrive à la fin. J'ai besoin de savoir, les boys, quel a été votre match de l'année. Puis vraiment, ça peut être match, vraiment tout ce qui est headline, le match en tant que tel, le score proche ou peut-être un match qui était drôle. Moi, je vais y aller avec un match qui a une drôle de fin, qui avait un bon storyline et qui a eu vraiment, le jeu en tant que tel, c'était du bon football. Puis c'est quelque chose qui est très récent. C'est Bills contre les Chiefs durant les séries éliminatoires. Pas le choix, c'était la storyline. Finalement, il y a potentiel que ce soit l'année que Josh Allen batte Patrick Mahomes et se rende possiblement à un Super Bowl. On lui souhaite, ça va être l'année. On a un bon match. Josh Allen, encore une fois, donne une incroyable performance. Une clinique. Exactement. Puis c'est 27-24. On se dit, bon, parfait, on va avoir une nouvelle prolongation, mais là, cette fois-ci, ça va jouer dans la faveur de Josh Allen. Et puis, on part avec un kick, puis... À droite. À droite. Je pense que la malédiction des Bills a refait surface un petit peu parce que on n'ira pas finalement en finale de conférence et on n'ira pas au Super Bowl. Ça, c'est mon choix du match de l'année pour toutes ces raisons-là. Écoute, moi, dans cet exercice-là, je voulais vraiment utiliser un match de saison régulière parce qu'en série, avec l'enjeu et tout ça, ça magnifie tout pour ce qu'on parle de match de l'année. Donc, je considère que c'est un peu de la triche. Bon. Quoique le choix de Mio est excellent. Merci. C'est un excellent match. Merci. Je vais utiliser semaine numéro 13, 3 décembre 2023. Les Eagles de Philadelphie reçoivent les 49ers de San Francisco à domicile. Oui. Le début de la fin de cette saison des Eagles. San Francisco arrive, ce sort il y a quelques semaines d'une séquence de 3 défaites parce que oui, San Francisco, malgré toutes les armes, ont eu somewhat une séquence de 3 défaites. Et là, on se demandait, est-ce que la chaîne venait de débarquer? Là, on amasse des victoires contre Jacksonville, Tampa Bay, Seattle. Mais là, on regardait, début de mois de décembre, on avait peut-être le preview du championnat de conférence de la nationale entre les Eagles et les 49ers. Le match se finit d'un bord. Il y a une équipe qui s'est présentée sur le terrain. Ça se termine 42-19 pour les 49ers. Et les Eagles ont marqué les 6 premiers points de cette rencontre-là. Donc, dans une séquence, les 49ers ont gagné ce match 42-13. Et qu'est-ce qui s'en vient ensuite? Immédiatement après, les Eagles sont complètement brisés. C'était pas juste une défaite. Ça a brisé des cœurs, ça hurt des feelings. On a fini le reste de la saison 5 défaites en 6. C'était le début de la fin. Et ce match en tant que tel a chaviré le power ranking, le power struggle de la NFL en un seul après-midi. Écoute, moi, je vais vous amener... tu parlais du mois de décembre, juste 2 semaines après. C'est 2 matchs, mais les 2 matchs ont 3 jours d'écart entre les deux. Le lundi soir, le 11 décembre, les Titans sont du côté de Miami et les Dolphins mènent par 13 points avec 3 minutes à faire. Évidemment qu'ils vont battre les Titans. Non, Will Levis qui décide de décimer complètement cette défense-là, marque 2 touchés pour donner la victoire à son équipe in extremis. Et 3 jours plus tard, ce qui est selon moi le match le plus drôle que j'ai jamais eu de toute cette saison-là,
les Chargers rendent visite aux Raiders dans un match du jeudi soir. Et les Raiders, avec une attaque qui, on rappelle, si je me trompe pas, la semaine d'avant, on avait marqué 3 points contre les... Non, on s'était fait blancher 3-0 par les Vikings la semaine d'avant. Oh, là, on mon arrive, Dieu. les Chargers arrivent. Et ce match-là, à la surprise, s'il y a une personne qui avait prédit ça, je veux vous parler. Je contacte les le Raiders, FBI. Je contacte le FBI. on va avoir une discussion. Une couple de jours après ça a été fait blancher 3-0 par les Vikings du Minnesota, les Raiders détruisent les Chargers 63-21. Ils les détruisent tellement que Brandon Staley et Tom Telesco se font congédier le lendemain pour les Chargers. Aiden O'Connell devient une légende vivante. Trey Tucker, le receveur des Raiders, devient Dieu. Ce match-là était surréel. C'était excessivement drôle de voir les Raiders, qui étaient prêts à marquer un point contre la défense des Vikings, détruire les Chargers. Ça a coûté le poste de Telesco et de Brandon Staley. Un match très très drôle qui me fait encore rire aujourd'hui quand j'y repense. 63 points des Raiders, c'était... Tu sais, 70 points des Dolphins, c'est drôle parce qu'il y avait une grosse attaque et tout. 63 des Raiders, ça me jette encore sur le cul aujourd'hui. C'est scandaleux. Mais je suis quand même surpris que personne a mentionné le fameux match entre les Titans et les Steelers. Moi, ça aurait été mon moment drôle parce que moi, j'étais le gars entre les deux qui mais moi, c'était pas mon match préféré, je l'ai perdu. Yap d'un bord puis de l'autre. Je l'ai perdu pour ce match-là. C'était pas mon préféré. Ça, c'est fantastique. Maintenant, le dernier prix, votre meme de l'année, votre moment comique de l'année, votre moment le plus loufoque, insolite, qu'importe ce que vous avez, qui vous a fait rire, qui vous a donné un bon sourire au visage. Moi, personnellement, vraiment, c'est arrivé très tôt dans la saison. Semaine 2. Un match entre les Seahawks de Seattle et les Lions de Détroit. On est début du 4e quart. Les Seahawks ont le ballon, 2e et 10, commettent une pénalité que Geno Smith n'aime pas. Alors, pendant que l'arbitre Alex Kemp annonce la pénalité, on a Geno Smith qui vient chialer qu'il n'y avait pas matière à pénalité. Qu'est-ce que Alex Kemp réussit à dire? I'm talking to America here. Pendant que le micro est allumé. Ça en dit tellement. C'est tellement américain comme commentaire. Je suis en train de parler aux États-Unis au grand complet. Tu attendras. Ça, c'est exactement... Je pense qu'il est Joe Biden en ce moment. C'est le leader qu'on a besoin. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est un bon head referee. Là. Ça, c'est exactement ce qu'on avait besoin. Là. Moi, je vais y aller. Tu parles de quelque chose qui s'est amené plus tôt. Je vais t'amener encore plus tôt dans la saison que ça. Wow. Et les gars, je suis une mauvaise personne. Je le sais. J'aimerais... je sais où tu t'en vas. Oh non. Oh non. Premier lundi soir de la NFL. Toute le hype bâti autour de Aaron Rodgers. Rodgers qui s'amène sur le terrain avec un drapeau des États-Unis. C'est littéralement le 11 septembre que ça arrive, ça en plus. Le 11 septembre. Première séquence ou deuxième séquence. Première séquence de Aaron Rodgers. Un talon d'Achille qui se brise et ne rejoue pas de l'année. Mais l'événement, c'est triste. Mais les mimes et les montages... Moi, tu sais, les fameux montages TikTok où c'est genre « Fuck it, Aaron Rodgers highlight ». Tu vois juste sortir, rentrer sur le terrain avec le drapeau, avec une toune de Creed en arrière. C'est absolument parfait. C'est mes mimes préférés de toute l'année. Mio me regarde et me juge constamment, mais il vient de se rendre compte à quel point je suis juste une mauvaise personne. Moi, écoute, tu parlais de New York. Moi aussi, je vous garde à New York, mais on va parler des Giants un peu. Début de la saison, Daniel Jones et là se blesse malheureusement. Et après ça, Tyrod Taylor arrive et se blesse aussi. Et là, entre en scène le personnage le plus surréel de toute la saison-là. Et je parle d'une saison où est-ce qu'il y a un carrière astronaute qui a joué des matchs, ok? Ben, je vais vous parler d'un carrière italien qui joue à New York, Tommy DeVito, ok? Qui arrive dans le match et devient Jésus. Les mimes de Tommy Cutlett, ça part. Et comme si le personnage était passé, il passe à son agent. Son agent qui a l'air d'un vieux mafieux. Lui, il arrive, qui passe sa compagnie de sauce, de pizza, tout est complètement surréel. Et après 3 semaines, tout le monde réalise que dans le fond, il est vraiment pas si bon que ça. Mais le 3 semaines de Tommy Cutlett avec les Giants a été profondément hilarant dans une saison où est-ce que les Giants ont été mauvais. Et Tommy Cutlett a ramené les Giants dans le petit portrait aux séries tranquillement. À un moment donné, il était pas très loin, les Giants. Ça s'est complètement effondré après.
Mais la DeVito-mania qu'on a eu avec les Giants, parce qu'on sait que les Giants, ça panique absolument pas avec un corps arrière que 2-3 bons matchs. C'est une base de partisans qui est complètement rationnelle et qui panique pas. Je sais pas si vous sentez le sarcasme dans ma voix, mais il est très présent. Tommy Cutlitz et son agent, ça a été extrêmement hilarant pendant 3 semaines. Bravo, merci aux Giants de nous avoir fait vivre ça. Et désolé que ça a écouté Daniel Jones, le préféré de Pop. Fallen King. Mais that Linsanity run will be studied for generations to come. C'est malade, c'était malade. Somme toute, on a quand même un gros événement de football qui s'en vient la semaine prochaine. Le Super Bowl, ça va être 49ers Chiefs. Avant qu'on passe au prochain sujet, j'ai besoin de savoir qui l'emporte. Les Chiefs, on peut rien avoir de positif dans la NFL. Non. C'est scripté depuis le début, depuis que l'histoire de Taylor Swift et Travis Kelce. Tu le savais. Tu le savais depuis le début que somehow les Chiefs allaient devenir la meilleure équipe. Ils vont se rendre somehow au Super Bowl et ils vont gagner. Moi, j'ai toujours cru que la NFL était rigged à cause de Tom Brady. Je pensais que les allégations allaient mourir avec sa retraite, mais non, les Chiefs vont gagner et ce sera même pas serré. Juste pour donner un gros middle finger à tous les fans de la NFL, ça sera même pas serré. Ça va être genre 42-20. Le show de la mi-temps va être correct. Ushers, fine, ok, mais non, ça sera un Super Bowl à oublier. Lundi matin, personne va parler de ce game-là parce que tout le monde, va être malade, hangover ou en crise. Moi, je pense que je pense que les Chiefs vont gagner aussi. Je pense que cette équipe-là a finalement trouvé la recette. Je pense que l'attaque est finalement de retour. Cette défense-là est complètement monstrueuse. Contrairement à toi, Paul, je pense que ça va être un match serré, par exemple. Je pense que faut pas sous-estimer les 49ers qui viennent quand même de faire une remontée complètement folle contre les Lions la semaine passée. Après avoir fait une autre remontée folle contre les Packers la semaine précédente. Il y a tellement de puissance dans cette attaque-là. Il y a de la force de frappe. Je pense que les Niners vont livrer toute une opposition aux Chiefs. Ça va être un bon test pour cette défense-là. Mais je pense que les Chiefs vont finir par gagner au final. J'aime ce que je vois des Chiefs, puis je pense qu'on va être en mesure de retenir les 49ers et on va avoir le moment Travis Kelce, Taylor Swift sur le terrain à la fin du match. Ça va être voilà, c'est ça je dis, tout est scripté. La NFL va capoter. Et là, la NFL doit être en crise qu'elle annonce son album ce soir pour la semaine prochaine, par exemple. T'imagines en plus quand les elle doit être Chiefs, pas en crise, la NFL. Quand les Chiefs annoncent quand les Chiefs gagnent le Super Bowl, Taylor Swift qui va annoncer la sortie de l'album. C'est vraiment scripté. Non, Travis Kelce va mettre un genou au sol, il va demander Taylor Swift au mariage sur le logo du terrain. Le script a déjà été sorti. Là. Je pense qu'on sait pas. Je pense qu'on sait pas à quoi s'attendre. Le podcast du lendemain va être surréel. Là. Ça va être surréel. Oui, parce qu'on vous le précise encore une fois, dimanche prochain, d'habitude, on enregistre le podcast le dimanche soir. On ne fera pas ça parce qu'on veut écouter le Super Bowl, veut pas, puis ça ne tente pas de commencer un enregistrement à minuit le soir. Donc, podcast la semaine prochaine va être enregistré le lundi soir pour être sur vos plateformes le mardi. Exactement. Pour finir là-dessus, je vais le dire encore une fois, ça a été notre choix de début de saison, malgré que ça ne tentait pas de le dire, mais on a vu un petit aperçu du script. Ça va être les Chiefs de Kansas City qui vont l'emporter. Par quelle marque? Je sais pas. J'espère juste du bon football et un show au moins correct, minimum correct pour Usher. Maintenant, le standard semble avoir baissé pour les spectacles d'enfants. Mis à part Rihanna. Rihanna quand même a donné un Christy bon show enceinte en plus, puis c'était tellement drôle. Puis il y a le show de l'année d'avant aussi avec Eminem, Dr. Dre, toute cette gang-là. C'était vraiment nice. Ça, c'était incroyable. On est quand même sur 2 bons shows de suite. Je pense que la drop arrive cette année, par exemple. Moi, je veux juste que Lil Jon soit là. Je veux juste un cameo de Lil Jon, puis je vais être heureux. Mais c'est sûr qu'il va être là. Voilà. Moi, je veux juste que Lil Jon soit là, puis je vais être heureux. Hey, c'est à Vegas, en plus. Tu peux être sûr que Lil Jon va être là.
Tu vas être sûr qu'il va être là. Exactement. Là, on n'aura pas LMFAO par contre. Tout le monde, inquiétez-vous pas de LMFAO cette année. On ne retourne pas en 2010. On va passer du côté du basketball parce que oui, encore une fois, la NBA, le mélodrama numéro 1 aux États-Unis, au Canada, dans le monde sportif, a commencé par son acteur principal, sa star numéro 1 du show, LeBron James, qui fait les nouvelles cette semaine parce que, bien sûr, LeBron James doit tout faire à propos de lui-même. Puis ça, c'est vraiment pas juste un éditorial, c'est factuel. Puis LeBron James et les Lakers connaissent une saison vraiment pas nécessairement de misère, mais les Lakers de Los Angeles, c'est une organisation dont la culture, c'est de gagner. On ne développe pas, on va chercher les gros noms, développer, mis à part Kobe Bryant, mais on ne développe pas, on va chercher les gros noms. Puis techniquement, tu peux dire que c'est pas les Lakers qui ont repêché Kobe Bryant, mais bon. Non, exactement. Tel que vu dans mon livre aussi, Three Ring Circus, que je recommande de Jeff Perlman. Shameless plug. Puis, c'est ça. Les Lakers, c'est de remporter d'année en année. On va chercher les gros noms, on est habitué. On a LeBron James, tout ça. Toutefois, c'est pas ce qui arrive en ce moment du côté des Lakers qui sont présentement 9e dans l'Ouest. À 26 et 25, le Jazz de l'Utah est pas loin derrière eux autres avec sa 10e et dernière place pour accéder, même pas aux séries éliminatoires, mais au tournoi du play-in. Après, encore une fois, une autre défaite des Lakers plus tôt cette semaine, LeBron James passe en entrevue avec les journalistes. Puis ça, c'est un texte que j'avais écrit cette semaine sur Alley-Oop 360. Se fait poser la question. Tu sais quoi, LeBron? Il y a une grosse semaine qui s'en vient. Vous allez être sur la route. Vous allez être du côté de Boston. Vous allez être aussi du côté de New York. Donc, les Knicks et les Celtics qui sont deux grosses équipes cette année. Qu'aurais-tu à dire à tes coéquipiers? Et LeBron, il dit... j'ai rien à dire à mes coéquipiers, juste, faites votre job, right? Puis là, alors qu'il se prépare à se relancer, dire vraiment ce qu'il pense, il se fait couper par quelqu'un des PR des Lakers. Puis, une fois que c'est fait, lui, il est comme, tu as une chance que tu m'as coupé la parole parce que, puis là, ça coupe. Fait que là, nous autres, on a à se dire, qu'est-ce que LeBron James aurait bien pu dire? Puis, comme si ça tout tournait pas tout autour de lui, il va après ça sur Twitter et a son moment cryptique de l'année, comme à chaque année. Tu sais, dans les dernières années, on a eu keep talking about my squad, our ages. Cette année, il met un sablier. On se dit, qu'est-ce qui se passe avec LeBron James? Est-ce que finalement, c'est l'heure d'échanger D'Angelo Russell? Est-ce que c'est l'heure de changer de Darvin Ham, au poste d'entraîneur-chef? Félix a comme repris là où moi j'avais laissé dans ce sujet-là cette semaine. Là. Félix, qu'est-ce qui se passe maintenant avec ça? Là? Écoute, après toute cette belle saga-là de LeBron James qui envoie ses coéquipiers un peu sur l'autobus, mais comme indirectement, il est à New York samedi, donc hier, pour affronter les Knicks. Et à l'entraînement du matin, LeBron James parle aux médias et en étant complètement froid et désagréable avec les médias pendant à peu près 6 minutes de temps, les médias lui posent la question, pourquoi tu as publié un sablier? Est-ce qu'il y avait comme un message derrière ça et tout? Et LeBron répond non. Ils ont demandé d'expliquer, il a dit non, je ne donnerai pas plus de contexte. Et après ça, on lui a demandé est-ce que tu as des plans pour ton option de joueur? Parce que LeBron James, au terme de la saison, a une option de joueur pour la prochaine saison. S'il l'accepte, il retourne avec les Lakers, sinon il devient joueur autonome. Et LeBron James, on lui a demandé s'il y avait une idée de ce qu'il allait faire, et il a répondu non. Non froid, non sec, un non qui est complètement désintéressé. Écoute, je suis pour que les athlètes disent la vérité, je suis pour qu'ils nous expliquent un peu. Honnêtement, je pense que ça, c'est un des rares cas où j'aurais aimé mieux qu'ils me bullshit. J'aurais aimé mieux qu'ils me disent ouais, j'ai un plan, ou je vais l'accepter, ou juste le contexte du oublié de dire ouais, écoute, c'est parce que j'avais mis une pizza dans le four puis je l'ai mentionné. Tu sais, invente n'importe quoi, ok? Mais là, ça fait juste rajouter du drame autour d'une équipe qui est seigneur que les Lakers n'ont pas besoin de drame. Puis là, la date limite des transactions s'en vient. LeBron a l'air d'un gars qui est écœuré. LeBron a l'air d'un gars qui va devenir le GM assez bientôt. Et peut-être d'un gars qui veut quitter les Lakers. En ce moment, c'est de ça que LeBron James a l'air. Un gars qui veut s'en aller de Los Angeles. Et c'est pas ce dont les Lakers ont besoin pour essayer de se qualifier en série cette saison. C'est tellement du drame qui est inutile. Puis je sais pas pourquoi. Fais juste être un leader. Assume, tais-toi. Puis
Je sais pas. J'aime pas ce que LeBron James fait en ce moment, puis j'espère que les Lakers vont pouvoir se relever malgré tout de tout ça. Non, tu sais quoi, je le souhaite pas, moi. Non. Non. Ben écoute, non, mais je le souhaite pour les Lakers, pas pour lui. Anthony genre, Davis pas a pour rien fait. Anthony les Davis a rien Lakers, fait pour ça. Ben, oui, j'ai les Lakers aussi, mais Anthony Davis a rien fait pour lui. Mais quand même, shout-out aux Lakers qui vont devenir la nouvelle équipe de Zach. Oh, wait, non, Zach LaVine ne pourra pas être aux Lakers. Zach Malheureusement, LaVine, qui est encore et toujours sur la table d'opération en ce moment. On le souhaite pour un rétablissement. 4 à 6 mois d'inactivité pour Zach LaVine. Exact, un petit peu comme Joel Embiid aussi, qui c'est officiel. En fait, c'est officiel. Ça l'est pas encore, mais ça va l'être très prochainement. Joel Embiid qui a eu une blessure au genou et va manquer aussi quelques temps au basketball. Et il va manquer tous les matchs nécessaires pour ne pas gagner le MVP cette année. Et dernier petit coup de gueule pour ce qui est de la NBA. On en a jasé la semaine dernière, mais Doc Rivers, ça c'est officiel, va être, et le staff des Bucks de Milwaukee vont être le staff pour coacher l'équipe de l'Est au match des étoiles de la NBA. Je n'en reviens pas. Il vient d'arriver. C'est comme si, pour vous donner une idée, ok, là, c'est comme si quand Martin Saint-Louis est arrivé en février 2022, le match des étoiles était 2 semaines après, et on y avait dit, tu sais quoi, Martin? Il est temps, gars, c'était supposé être Dominique Ducharme, il est temps de coacher ce match-là. C'est la même chose. Le gars vient juste d'arriver, ça marche pas. C'est juste scandaleux. C'est scandaleux. C'est n'importe quoi. C'est scandaleux. Honnêtement, c'est mérité pour les Bucks, mais pour Doc Rivers, fuck out. Non. Il a eu sa première victoire. Hey, première victoire. Hey, by the way, bienvenue au match des étoiles. Il va, pour de vrai, il doit tellement avoir un sentiment d'imposteur avec ça. C'est horrible. Mais je me dis que au moins ce qui est le fun pour Doc Rivers, c'est que le match des étoiles, c'est un match et pas une série de 7 où il va pouvoir échapper une autre avant de 3 en série. Parce que c'est jamais arrivé. Parce que c'est jamais arrivé. On va se transporter du côté du baseball parce que on a aussi quelques nouvelles qui sortent malgré que c'est la saison morte. Puis je suis content parce que on parle un petit peu des Blue Jays aujourd'hui. Vladimir Guerrero Jr., mesdames et messieurs, va officiellement être sur la couverture de MLB The Show 24. Puis on a vraiment 2 réactions ici pour les gens pour les gens qui écoutent vraiment via leur application de podcast et non YouTube où vous allez avoir la vidéo au passage. Mais Vladimir Guerrero Jr., justement, va être sur la couverture de MLB The Show 24. Pop, extasié. Et content. Félix, totalement l'inverse. J'ai besoin d'avoir les pour ou contre. J'ai besoin d'avoir vraiment comme un juste milieu. On veut jouer un peu là, à l'avocat du diable. Moi, c'est de la partisanerie. Écoute, pour mettre un peu de contexte pour MLB The Show, il y avait beaucoup de rumeurs qui mettaient Ronald Acuna Jr. puis José Ramirez comme potentiel candidat pour être sur le cover, mais il y a un règlement comme quoi qui disqualifiait les deux. C'est que les deux ont été le cover d'un autre jeu de baseball, mais d'une autre compagnie. Fait que Acuna, oui, mais Ramirez aussi? Ah, ça se peut peut-être, mais Acuna, ça c'est sûr. J'ai vu Acuna, mais j'ai vu J-Rod aussi, mais j'avais pas vu Ramirez, okay. Ça se peut. Ouais, mais je l'avais pas vu. Mais juste pour dire que le choix de Vladimir Guerrero sort un peu champ gauche, n'a pas connu la meilleure saison, mais moi je suis down. Je suis très down. Le gars a du charisme. Il y a pas si longtemps, c'était le meilleur prospect dans tout le baseball majeur. Fini 2e au MVP il y a à peine 2 ans, derrière une saison historique de Shohei Ohtani. On parle beaucoup de démocratiser le baseball, de rendre ça international, d'attirer le marché latino-hispanique avec un gars qui représente fièrement la République dominicaine. Et il faut dire aussi que Vladimir Guerrero, c'est un fier Canadien en plus, Canadien de naissance. Donc, moi, je suis partant et que le placata soit, mesdames, messieurs. Mais j'en reviens pas. Écoute, l'année passée, on a nommé Josh Chisholm qui était peut-être le pire cover athlete que j'ai vu. Et en tout respect pour le gars, mais il ne méritait pas, il avait rien fait pour mériter un cover. Le gars, c'est parce qu'il était le fun, qu'il faisait des petits Euro Steps, puis les gens aimaient ça. Et là, tu prends Vladi, qui, oui, a été bon en 2021, et depuis ce temps-là, c'est vraiment moins bon depuis 2 ans pour Vladi. Et là, au lieu d'aller chercher un gars établi, on va chercher Vladi qui va avoir une saison vraiment ordinaire. Puis écoute, on va me dire qu'il était malchanceux, que les stats avancées disent qu'il aurait dû être meilleur et tout.
Vraiment, vraiment, Vladdy. Vous avez vu, sérieusement, ça a l'air d'être une décision qui a été prise avant le début de la saison. La décision a été prise à l'hiver 2023, puis on a juste décidé de rouler avec ça. Je comprends pas pourquoi on a opté pour lui. Écoute, tu veux parler du marché dominicain, tu veux un gars qui est le fun. Juan Soto aurait été un bien meilleur choix. Bon. Le partisan des Yankees. Puis je le dis aux Yankees, j'aurais pensé la même chose s'il avait été avec les Padres. Mais Juan Soto, qui au moins a des bonnes saisons. Puis si tu veux d'autres noms, Ramirez, écoute, je suis pas sûr, faudrait vérifier s'il était éligible ou non avec cette règle-là. Puis Adley Rutschman aurait été le fun aussi. Adley Rutschman aurait été immensément down. Tu sais, Corey Seager avec la photo de lui qui frappe la balle à vrai 600 pieds de la plate en série mondiale sur Paul Sewald dans la 9e manche. Il y avait des bons choix. Pourquoi Vladdy, qui allait avoir une saison... Je sais pas. Je ne suis pas un grand fan de ce choix-là. Au-delà de mon biais anti-Toronto, je trouve que c'est juste un choix qui est un peu beige. On aurait pu aller chercher un choix plus représentatif d'une bonne saison 2023. Pas intriguant que tu parles des Blue Jays parce que vite aussi, pour ce qui est des Blue Jays, on est allé chercher du renfort, mais comme un peu vieux. On est allé chercher légende pour le vrai du baseball, pour sa personnalité, ses cheveux, sa barbe, mais aussi parce que c'était un excellent joueur avec les Dodgers de Los Angeles. Mesdames et messieurs, Justin Turner est un membre des Blue Jays de Toronto. Red Sox de Boston, legend, Justin Turner, soit dit en passant. J'attends encore de voir ce qu'on va faire avec Cody Bellinger, si c'est la seule vraie signature que les Jays vont faire après avoir manqué Ohtani. Je suis très sur mon appétit. Si on va chercher Cody Bellinger, là, on commence à parler. Mais je vais juste conclure en disant que si on avait besoin d'un indice que Matt Chapman ne sera pas de retour avec les Jays l'année prochaine, ben je pense que vous l'avez devant vos yeux en ce moment-là. Matt Chapman, you are a San Francisco Giants and it's not even close. Hey, c'est drôle, hein, mais moi je pense pas que ça les sort de Chapman. Je pense que Turner est vraiment là pour remplacer Brandon Bell plus qu'être peut-être. Je pense pas qu'il va jouer le troisième but temps plein, puis peut-être que c'est le plan des Jays, mais ça reste qu'en ce moment, tu regardes ça, objectivement, les Jays ont remplacé Matt Chapman et Brandon Belt par Isaiah Kiner-Falefa et Justin Turner. Cette équipe-là n'est pas meilleure qu'elle l'était l'an passé, loin de là. Ça prend encore autre chose, ça prend Cody Bellinger, même un retour de Matt Chapman rendu là, ce serait pas si pire que ça. Il manque un peu de oomph à Toronto, il manque d'amélioration, et j'espère que les Jays vont en plan, parce que pendant ce temps-là, les Yankees ont été chercher Juan Soto, les Orioles, eux, ont été chercher Corbin Burnes cette semaine, un nouveau lanceur numéro 1 dans cette rotation-là. Et je pense que aussi la plus grosse amélioration des Orioles cette semaine, c'est que le changement de propriétaire, parce que l'ancien propriétaire, John Angelos, avait carrément dit que ce serait difficile de signer tout le monde, le jeune noyau, de signer tout le monde puis de les garder à long terme. Et là, David Rubenstein, nouveau propriétaire, 24 heures après son arrivée, 24 heures même pas, on perd pas de temps, Corbin Burnes, allez, ça s'en vient. On échange deux espoirs, en fait deux jeunes joueurs qui vont pouvoir aider. On a vu DL Hall un peu dans les majeurs cette saison, un bon releveur, un grand gaucher, un peu dans le moule de Josh Hader, si vous voulez, qui a connu du succès à Milwaukee. Et là, Corbin Burnes qui arrive va être le numéro 1 d'une rotation qui est mise sur Grayson Rodriguez, qui est mise sur Kyle Bradish, qui a à un moment donné John Means, qui est là aussi. Il y a tellement de bons lanceurs à Baltimore, et là, on a tellement de bons jeunes joueurs, et David Rubenstein qui semble prêt à vouloir garder tout le monde, que ce soit signé Adley Rutschman, que ce soit signé Jackson Holliday, qui va faire ses débuts dans les majeurs, Gunnar Anderson, Grayson Rodriguez qui va signer, Corbin Burnes, qui devient joueur autonome au terme de la saison. Il y a tellement de bons talents à Baltimore, et tant mieux pour eux d'avoir un nouveau propriétaire qui semble vouloir faire l'effort de les garder en ville à long terme. Ça me fait tellement penser au move de Matt Ishbia, propriétaire des Suns de Phoenix, 24 heures après qu'il arrive en poste, va chercher Kevin Durant. C'est tellement quelque chose de similaire. Tu fais un statement comme quoi t'es là, puis tu t'imposes ta vision, puis tu te dis c'est comme ça que ça va marcher, puis je suis tellement content pour les fans des Orioles. Les fans des Orioles méritent ça. Puis il y a eu des années tellement rough à Baltimore. Là. Il y a eu l'époque d'Adam Jones, Zach Britton, Chris Davis, là, début des années 2010. Manny Machado, il y a eu toutes ces belles années-là. Et là, fin des années 2010, début 2020, c'était rough. C'était vraiment rough. Puis là, ça revient tranquillement. Je suis content pour les fans des Orioles. Un peu moins content que ce soit dans ma division avec autant de talent, mais c'est... écoute, Aaron Boone, le gérant des Yankees, qui dit cette semaine, ma première pensée en voyant l'échange de Corbin Burnes, c'est de me dire que ce serait peut-être un problème pour nous. Ben, tu m'étonnes, Aaron, maintenant, va améliorer ton club au lieu de rester là à te tourner les pouces. Exactement.
On va passer au perron d'église. Pardon, juste avant de passer au perron d'église, quand même, 2 grosses nouvelles dans le monde du sport cette semaine. À commencer, la nouvelle qui a fait gronder la planète sportive cette semaine, Lewis Hamilton qui qui va changer d'écurie, donc quand même va passer la prochaine saison avec Mercedes, mais au terme de cette saison et pour celle d'après, va joindre Ferrari, qui est un énorme move. Ferrari, qui est probablement justement l'écurie la plus iconique du monde de la course. C'est les Cowboys de Dallas de la F1. C'est exact. C'est les Lakers de Los Angeles. C'est tout ça. C'est littéralement. C'est les Canadiens de Montréal. Des grosses franchises, mais qui ne gagnent plus dans les derniers temps. C'est les Canadiens. Aussi. C'est les Canadiens. Quand même intriguant ce qui va arriver de ce côté-ci, alors qu'on a d'autres coureurs comme Carlos Sainz et Charles Leclerc. On ne sait plus trop quoi faire avec eux. Leclerc va rester à long terme. Il y a encore un contrat de plusieurs années. Oui, mais c'est ça, l'organisation. Mais le Power Struggle va être oui, légendaire. L'écurie a encore confiance en lui, les partisans un petit peu moins. Puis ça, on va en jaser avec le début de la saison F1 avec un invité bien spécial que je nous prépare pour l'émission. Sinon, pour ce qui est du soccer avec le CF Montréal, on fait l'acquisition de Josef Martinez, précédemment MVP en 2018, a passé les 6 dernières saisons avec Inter Miami et maintenant n'est plus la star numéro 1 depuis qu'un certain Lionel Messi fait partie de l'équipe quand ça y tente. Mais sinon, on a ça de ce côté-ci. Martin, c'était pas Atlanta? Il a passé Atlanta. Oui, c'est ça, je dis merci pour la correction, Félix. Clearly, I know ball, puis ça paraît. On va passer officiellement au perron d'église. Donc, encore une fois, je vous le rappelle, tout ce qui est Twitter, Facebook, la page Les Superfans des Tigers de Guangdong, venez interagir avec nous lorsqu'on vous demande ce que vous avez comme questions ou commentaires ou hot take à nous envoyer. On va commencer par nul autre que Producer Oli qui fait référence à un moment qui est arrivé la semaine dernière alors que Pop, ici présent, avait un peu poussé la note du fait que Peyton Manning était le plus grand carrière de l'histoire de la NFL. On a besoin de savoir. Comment Je ne pousse pas la note. Comment est-ce que ça a donné que Peyton Manning est ton numéro 1 de tous les temps? Ben, c'est juste talent-wise. T'sais, oui, Tom Brady a la meilleure carrière de l'histoire de la NFL au niveau des carrières, mais on swap les équipes et tu me donnes Peyton Manning avec Bill Belichick, Randy Moss dans les années 2000, toute la ligne offensive pour le protéger. Ce gars-là ne perd pas 2 fois contre les Giants et ne s'écroule pas contre Nick Foles. C'est impossible. C'est impossible. J'aime ça comme débat. Puis Mio, je vais te laisser prononcer avant vrai, parce que moi, je suis un peu comme le médiateur là-dedans. Ça me fait rire d'être. Écoute, Mio, je te vois, t'as tellement envie, puis j'ai envie de te passer à pas tout de suite. Là. Mais j'aime ça, ta question de qu'est-ce que Manning aurait fait dans les souliers de Brady. Ça m'intrigue vraiment beaucoup de me demander ça. Mio, qu'est-ce que t'en penses? Et si Peyton Manning avait la même look de l'univers que Tom Brady? Mais écoute, Mio, qu'est-ce que t'en penses? Parce que écoute, je vois que t'as envie de sauter à gorge de Pop en ce moment. Peyton Manning a été sur des tabarnaks de bonnes équipes. Oui. C'est pas le contraire non plus. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler l'existence des Broncos de Denver de 2013? Littéralement, probablement dans la conversation de la meilleure offensive de l'histoire de la NFL. C'était hot. Et au Super Bowl, qu'est-ce qui est arrivé? Mais 2013 ou 2012? 2012, je sais pas de bêtises, Félix. Non, c'est 2013 puis c'est 2014 pour les dernières. Ouais, exact. À quel point ils se sont écroulés de manière catastrophique. C'est le pire Super Bowl que j'ai vu de mon Peyton Manning au téléphone, comme yo, est-ce que... Puis ça, c'était parce que l'année précédente, on a vu des problèmes d'électricité au stade. Est-ce qu'on peut casser les matchs? Est-ce qu'on peut fermer les lumières dans le stade, s'il vous plaît? Lessivé complètement par les Seahawks de Seattle et la Legion of Doom. C'est, encore une fois, ce Super Bowl-là, Peyton n'a pas été à son meilleur. À son dernier Super Bowl. Peyton... Von Miller, shout-out Peyton Von Miller. était un grand-père à son dernier Super Bowl. Peyton Manning était juste là, rendu là, c'était juste pour dire. C'était juste pour dire qu'il était là. Puis voilà. Mais gars, écoute, j'aime vos deux points de vue. Mio, t'es clairement du côté de Brady, Pop du côté de Manning. Pour moi, le meilleur
La plus grande carrière, c'est Brady. Oui. Mais le meilleur carrière qui a jamais joué sur un terrain de football, c'est Patrick Mahomes. Sincèrement, qui gagne ou non le Super Bowl, Patrick Mahomes est le carrière le plus talentueux qui a jamais mis les pieds sur un terrain de football. Ben, je vois pas comment c'est un débat. Je peux comprendre sur un point. Juste sur la mobilité, Peyton Manning avait de l'air de traîner 12 pianos à queue sur le dos quand il avait J'ai jamais les vu quelqu'un courir de façon aussi laide que Peyton Manning dans toute ma vie. Ma blonde m'a envoyé ça. Puis là, c'est vraiment référence très nichée pour les amoureux de cinéma. Patrick Mahomes, il court toujours comme s'il s'apprêtait à voler la perle noire, la Black Pearl, en faisant référence à Jack Sparrow et Pirates des Caraïbes de la façon qu'il court. Toujours, on dirait, sur la pointe des pieds avec les bras dans les airs. Puis qu'on dirait que personne ne veut le toucher. Personne ne veut essayer de le plaquer. Ah non, mais ça, ils ont de l'air d'avoir peur. Ils ont de l'air d'avoir peur de le plaquer et d'avoir une pénalité parce que la NFL est de son bord ou whatever, là, mais... Il y a une drôle de façon de courir Patrick Mahomes, mais il est quand même capable d'être slick comparativement à Peyton Manning qui il court. Il fait 3 pas en courant, puis c'est un désastre. Juste pour ça, je peux le donner à Félix là-dessus. Et malgré tout ça, vous avez même pas mentionné Aaron Rodgers, qui est mon numéro 1. Rodgers est là. C'est correct. Oui, Rodgers comme Manning n'a pas le même résumé qu'un gars comme Brady, ou peut-être même Mahomes va avoir, mais vraiment, juste talent-wise, moi, je suis encore prêt à garder. Je suis capable d'avoir cet argument-là. Il y a aussi des gars comme Dan Marino, Joe Montana. Il y a tellement une bonne carrière dans l'histoire de la NFL, mais puis le plus talentueux que j'ai jamais mis les pieds sur un terrain de football, c'est Patrick Mahomes. Ce gars-là m'impressionne à chaque fois qu'il est sur un terrain de football, fait des lancers comme on n'a jamais vu, joue comme on n'a jamais vu un gars jouer. Ça me fascine à chaque fois que je peux voir Patrick Mahomes jouer. Même avec un corps de receveur équivalent quasiment à des bombes cette année. C'est terrible, man. Ça n'a aucun bon sens. On va sûrement voir soulever un Lombardi la semaine prochaine. Sur le sujet de carrière, c'est ce qui nous mène à la dernière intervention de l'émission. Et ça vient de mon grand chum, Massimo Verrecchia, qui se demande, puis ça, c'est comme j'ai mentionné en début d'émission, c'est des allégations qu'on lance beaucoup à l'endroit de Brock Purdy. C'est quoi un game manager? Moi, honnêtement, c'est une question que j'aime beaucoup parce que, écoute, Alex Smith, qui parlait justement de Brock Purdy, a dit qu'il était lui-même le président du club Game des Manager QB Club. Et sincèrement, c'est vrai qu'Alex Smith est vraiment un gars dans le genre. Pour moi, un game manager, et pour moi, un game manager, ça se veut vraiment pas être une insulte. Pour moi, un game manager, ça veut dire que t'es un peu limité dans ce que tu peux faire, mais tu feras pas perdre une game à ton équipe. Pour moi, c'est comme ça que je le vois, et ça ne veut pas être une insulte. Jared Goff, pour moi, est un peu dans ce moule-là. C'est pas des carrières qui vont te gagner des games à eux seuls, mais c'est des gars qui, si tu les mets dans une position où est-ce qu'ils peuvent connaître du succès, où est-ce qu'ils sont bien entourés et tout, c'est des gars qui peuvent avoir de bonnes saisons et qui peuvent avoir de bons moments dans un bon noyau. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire qu'il y a des gars comme Goff. Et comme je l'ai dit, c'est pas une insulte. Pour moi, un game manager peut être un carrière top 10 de la NFL. Tom Brady. Pour moi, c'est juste. Tom Brady était une coche au-dessus quand même. Oui, mais Tom Brady pour moi, était un game manager qui avait des stats dignes de MVP. Je voulais pas aller là, mais non. Moi, je m'en vais là. Tom Brady était un game manager, mais capable d'avoir ces stats-là. Ouais. Offensivement. Parce que tu peux être extrêmement talentueux sans être un bon game manager. Et ça prend, pour moi, c'est deux trucs différents, le talent et être capable de gérer une game. Les vrais meilleurs carrières sont ceux qui sont talentueux et qui sont capables de gérer une game. C'est des gars comme Patrick Mahomes, c'est des gars comme Joe Burrow, et t'as Josh Allen qui est peut-être, le game managing peut-être un petit peu moins bon pour Josh Allen, mais il est un petit peu cowboy, un peu. Un peu là-dedans, puis il y en a des carrières là-dedans, et pour moi, ça revient encore à des gars qui font pas d'erreurs, prennent pas trop de risques, puis c'est des gars qui, en fait, vont prendre des risques. Non, je m'excuse, les game managers ne prendront pas de risques et les meilleurs vont prendre un petit peu plus de risques en sachant où est la limite. Pour moi, c'est des gars justement qui vont pas trop loin par rapport à cette limite-là de leur talent. En fait, j'irai avec deux comparaisons. De un, le game manager, c'est un peu l'antagoniste du game changer. Si on peut aller étymologiquement parlant, tu sais, t'as le game changer qui va être spectaculaire, highlight reel, qui va peut-être se servir de son talent pour faire des jeux risqués, mais qui va réussir. Tandis que le game manager, c'est pas le plus agressif sur la table de poker, mais ça peut être aussi capable d'aller chercher des victoires. Mais comme Félix a dit, moi, j'aime pas la tournure que ça prend parce que on associe game changer maintenant à plate, ennuyeux.
pas si bon que ça. Mid, moyen. Tu sais, on est en train de diaboliser le game manager un peu comme quand ton ou ta meilleure amie te set up une date avec quelqu'un puis tu lui demandes « Hey, elle ressemble à quoi? » puis tout ça, puis elle te dit « Ah, cette personne-là, il est gentil. » Tu sais, moi, tu vois, je m'allais faire une comparaison au football en disant, tu sais, pour moi, un game manager, c'est Jared Goff, puis un game changer, c'est Justin Fields, mais j'aime quand même mieux Jared Goff. Écoute, laisse faire mon exemple de marge, j'aime vraiment mieux ton exemple. Écoute, c'est le gars gentil contrairement au bad boy. C'est exactement ça. C'est comme genre, ouais, elle ressemble à quoi, un petit bit, pis tout ça, c'est genre, oh, tu vas voir, elle est super gentille. Tu regardes ça, pis t'es genre, ouais, je suis moins sûr un peu de ton coup, mais bon, tu sais, on va laisser une chance pareille. Mais tu sais, c'est pas ça pareil, mais je pense que le monde interprète la notion de game manager un peu comme ça. Et je veux que à l'avenir, on donne un peu plus de crédit justement à ce type de carrière de game manager qui souvent un peu est un peu influencé de la mauvaise façon parce que, comme on l'a dit tantôt, les règles aujourd'hui dans la NFL avantagent les carrières, avantagent les jeux risqués, les longs lancers, les longues passes en zone profonde. Tu sais, je pense que le partisan s'est habitué à ça. Puis je pense que ça fait en sorte que le game manager est devenu un peu ennuyant, en guillemets. Un game manager, c'est ça, c'est exactement ça. Un game changer, c'est excitant, les gens veulent des carrières qui sont excitants et tout. Le game manager est très peu excitant, mais ô combien efficace. Et donnons un peu de respect à ces game managers-là. Il y en a littéralement un au Super Bowl en ce moment, en Brock Purdy. Et sans lui, sans un gars qui est capable de bien gérer une game comme Brock Purdy, les Niners ne se rendent pas au Super Bowl. Respectons Brock Purdy, le game manager, et tous les autres game managers de la NFL. Mr. Irrelevant. Et c'est ce qui met fin à cette édition de la Triple Menace. Merci Félix de nous avoir jinxé et de dire que cet épisode-là allait bel et bien durer 2 heures. Je vous remercie quand même tous et chacun d'avoir passé les 2 dernières heures avec nous. Quand même à surveiller cette semaine. N'oublions pas que dimanche, le Super Bowl s'en vient et on vous le rappelle une fois de plus que l'émission ne sortira pas le lundi matin tel qu'à l'habitude, mais va sortir le mardi matin, puisque on va regarder le Super Bowl. On va peut-être avoir un peu la gueule de moi. En tout cas, pas Félix, mais peut-être Pop et moi. On va vouloir relaxer un petit peu. On va juste boire parce que les Chiefs vont avoir marché sur les 49ers. C'est très, très possible que ça arrive. Donc, juste un petit dérèglement à l'habitude. On ne vous a pas oublié quand même. On est très constant sur notre horaire. On est sharp là-dessus. Et, dans le fond, tout ce qui a rapport à la NBA, on a tranquillement pas vite le match des étoiles qui s'en vient, mais aussi la date limite des transactions qui arrive ce jeudi, le 8. C'était tout pour cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao! Le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.